Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec des questions pour Jérémy. Jérémy, certaines personnes le connaissent mieux que d'autres. Juste un petit parcours. On a discuté un petit peu. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire pour rappeler tout ce que vous avez fait dans votre vie. En quelques mots, vous avez fait le choix de partir. Il y a déjà une vingtaine d'années, vous avez découvert le monde d'Internet, 20 ans maintenant, comme assez tôt. On connaît bien aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Vous avez fait le choix de partir du lycée pour entrer dans le monde des startups et le monde Internet, le monde des technologies. Vous êtes journaliste pour le monde justement de l'Internet, et très vite vous avez fait votre nom dans le monde des nouvelles technologies, et vous avez montré votre première startup à l'âge de 20 ans, à l'âge de 19 ans. De 19 ans à 21 ans, vous avez déjà 40 employés, à 22 ans, 60 employés, et à 24 ans, vous vendez votre première société, et là, vous décidez de venir en Eretz Israël. Donc le même jour, vous inventez la société et la maison, et vous venez en Israël, d'abord à Ranana, puis à Bnei Brak. Et c'est ça qui va un peu nous intéresser ce soir, c'est le choix que vous avez fait. A priori, tout est rose, c'est la bulle, c'est les startups, on réussit dans beaucoup de choses qu'on entreprend. Et pourtant vous faites ce choix de venir jusqu'à Bnei Brak, qui n'est pas a priori la Silicon Valley qu'on peut imaginer. Je ne sais pas s'ils avaient déjà Internet à l'époque là-bas. Non, pour l'instant, c'est pas encore la Silicon Valley. Donc, vous avez fait ce choix. Aujourd'hui, vous avez Kima 15. Vous faites beaucoup d'activités. Vous êtes dans plus de 200 startups, 300 startups, désolé. Aujourd'hui, ça a bougé depuis tout à l'heure en pensant depuis midi. C'est incroyable. 330. Quoi qu'il en soit. Vienna, vous êtes le repapa de 10 enfants, vous êtes marié, et waouh, Vienna, on a dit. Et pourtant, vous arrivez à faire tout ça, avoir la tête dans tout ça. Donc, comment vous vous organisez pour arriver à vivre sur ces deux mondes, à la fois la construction familiale, la construction personnelle et le monde du travail, du business? Déjà mon parcours est un parcours de juif français. Donc j'étais en école juive depuis le CP. Ensuite j'ai quitté, j'ai pas vraiment quitté en terminale, mais j'allais pas au cours, donc ça revenait au même. J'ai passé mon bac, j'ai eu le rattrapage. Puisqu'en fait, mon rêve initial était de devenir journaliste informatique, et à 16 ans, j'étais journaliste informatique. Donc j'écrivais dans les journaux, PC Direct, PC Expert, et j'étais le spécialiste de l'Internet. Donc quand on voulait écrire une tribune dans n'importe quel média, même Le Monde, Journal Le Monde et d'autres, en fait on m'appelait pour écrire. Au début, les gens ne connaissaient pas mon âge, c'était l'avantage d'Internet. Quand on parle avec quelqu'un par mail, on ne sait pas du tout qui est derrière. Mais après, quand ils m'ont vu arriver, effectivement, j'avais une tête tout jeune, je me mettais en costume tout le temps. Et effectivement, je suis arrivé dans le monde des affaires. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi qui étais en école juive, qui vient d'une famille qui n'était pas pratiquante à l'époque, je suis ensuite devenu chômeur Shabbat 2 ans avant ma bar mitzvah. Ensuite, je suis resté en école juive. Quand je suis arrivé en fait dans le monde des affaires, j'ai tout de suite été confronté à un grand nombre de problèmes potentiels. D'accord ? Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une personne qui s'appelle Jean Guetta, qui a été mon mentor, et qui est une personne qui avait fait le même parcours que moi, en fait, un peu plus âgé, et qui était quelqu'un qui était dans le monde des affaires, et qui était devenu très pratiquant, et qui n'avait aucun problème en fait pour gérer une entreprise de plus de 400 personnes et être ce qu'on appelle orthodoxe. Et je peux même d'ailleurs raconter une petite anecdote de comment j'ai rencontré cette personne, parce que c'est vraiment un point qui a changé ma vie. Un jour, j'étais à l'école Maïmonide en France, vous connaissez peut-être, à Boulogne. Donc bon, j'étais les 3 dernières années de ma vie à Maïmonide. C'était pas vraiment ma tasse de thé, mais en tout cas, il s'est passé un jour une chose très intéressante. C'est un de nos professeurs nous dit en terminale, début d'année terminale, vous savez, vous ne savez pas quoi faire dans votre vie,
vous avez tous des questions sur quelle orientation prendre, etc. On a eu une idée. On a invité cet après-midi des parents d'élèves de tous les types de métiers. Donc il y a des psychologues, des pompiers, et des hommes d'affaires, des gens de la finance, etc. Et vous allez pouvoir leur parler. Et leur poser des questions, etc. Moi j'ai trouvé, quand j'ai entendu cette idée, j'ai dit « Waouh, c'est magnifique !» Quand on est jeune, on a justement un problème de contact avec l'extérieur. On n'arrive pas, on voit des gens à la télévision, on voit des gens dans les médias avec qui on ne peut pas parler. On lit des livres qu'on achète, le guide de l'étudiant pour savoir quelles études faire, et des choses comme ça, etc. On va pouvoir parler avec des gens qui font les métiers. Bon, moi je travaillais déjà, j'étais journaliste informatique, mais à l'époque j'étais pas encore dans mon esprit, je m'étais pas fait à l'idée que j'allais pas faire d'études. Parce que c'était dans le standard français, on fait des études, après bac, etc. J'étais plutôt bon élève, donc il fallait que je fasse ça. Et ce jour-là, voilà. Ce jour-là, le frère de quelqu'un qui est dans la salle, donc je ne vais pas dire qui c'est, qui était un de mes camarades de classe, lève la main et dit au professeur, monsieur, on est obligé de rester. Alors le professeur dit, vous savez, on a fait ça pour vous, pourquoi vous voulez partir? Alors, il dit, non, mais je vous pose la question, on est obligé de rester, c'est facultatif et tout. Oui, c'est facultatif, faites ce que vous voulez, on a fait ça pour vous, etc. Et en fait, on était une petite bande d'amis, dont cette personne, et tous mes amis décident de partir, d'accord? Ils prennent le choix, donc bande d'adolescents, décident de partir de l'école l'après-midi, en disant on a l'après-midi libre, on va rentrer à la maison, et je sais pas, on va jouer à la PlayStation. Je sors de l'école, je descends dans le métro, on devait prendre le métro pour rentrer, j'habitais loin de là-bas, et à ce moment-là, je rentre dans le métro, et la sonnerie du métro sonne, qui avertit la fermeture des portes. Et là, j'ai un grand flash, et je dis, mais pourquoi est-ce que je suis mes amis? Pourquoi est-ce que je les suis? Je descends du métro, et les portes se ferment, et tous mes amis me font, voilà, comme tous les adolescents, se moquent de moi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, blablabla, etc. Et moi, je leur dis à bientôt, au revoir, et je remonte dans cette école. C'est ce jour-là que j'ai rencontré mon mentor. C'est-à-dire que mon mentor, justement, était une personne qui représentait la finance et l'informatique. C'est lui que j'ai rencontré. C'est lui qui m'a dit, Jérémy, avec tout ce que tu es en train de faire, etc., ne crois pas que tu es obligé de faire des études, sachant que lui-même avait fait Centrale, donc il savait de quoi il parlait. Et en fait, c'est avec lui que j'ai monté quasiment toutes mes entreprises. Ce point-là a été, en fait, un changement de ma vie qui m'a fait apprendre deux choses. Un, m'a fait apprendre le fait on a toujours tendance à être des moutons, à suivre la bande, à suivre tout le monde, et à ne pas prendre de choix individuels. Et deux, m'a appris que, effectivement, en rencontrant plein de gens intéressants, des gens qui ont réussi, on apprenait énormément de choses. Ça a l'air standard de dire ça, mais l'une des plus grandes richesses, fortunes de Chine, qui s'appelle Li Ka-ching, dit si vous n'avez pas d'argent, vous avez $20 en poche, vous prenez ces $20 et vous allez inviter quelqu'un de plus brillant que vous au restaurant pour aller lui parler et apprendre de lui. Et en fait, j'ai appris à cet événement-là, j'ai appris à apprendre des autres. Et donc, ce fameux Jean Guetta était quelqu'un qui était aussi pratiquant, très pratiquant, quelqu'un qui m'a guidé dans le monde de l'entrepreneuriat, même s'il ne me l'a pas dit comme ça au départ, il m'a juste raconté des histoires, la vie de Bill Gates, la vie de Steve Jobs, qui étaient ses copains en fait. Hein. Et au fur et à mesure, effectivement, on a fait rentrer dans la tête quelque chose qui s'appelait entrepreneur. On ne parlait pas du monde des startups du tout à l'époque, hein. On était en 96, d'accord? C'était 4 ans avant l'explosion des startups. Et donc je suis rentré, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui était donc 100% pratiquant. Donc je rentre après en tant que salarié dans un groupe de presse, je suis journaliste, et là j'avais vu mon associé qui faisait comme ça, aucun problème, j'invite l'ensemble de mes partenaires, les autres journalistes, les collègues, les gens que j'interviewe, je les invite toujours dans des restaurants cachés. Et les gens, mes amis autour de moi me disent mais comment tu fais, c'est super difficile, tu n'as pas honte, etc. Je dis mais non. Et quand en fait j'invite des gens dans un restaurant cachet,
des gens de non-juifs ou éloignés de la religion, en fait, les gens adorent ça. Ah tiens, c'est typique, c'est super, je vais manger un petit couscous. Et en général, je les amène une fois, et la fois d'après, quand j'y retourne, ils sont là en train avec d'autres personnes, ils ont ramené leurs copains. Et donc, ça a été la première chose, c'est que je me suis dit, parce que je l'ai vu, j'ai vu cette fameuse Jean Guetta, j'ai vu une autre personne qui s'appelle Eric Reboux, qui dirigeait Cara, une grosse agence de communication. C'était des gens qui effectivement ne faisaient jamais ne sortaient jamais du sentier. Donc effectivement, on mange cachère, on invite nos clients à manger cachère. Ils ne peuvent pas manger cachère, on les invite à prendre un café ou un thé dans un café n'importe où, on n'a pas besoin que ce soit dans l'endroit cachère. En Israël, oui, et voilà, et donc effectivement, j'ai commencé à manger cachère dans mon monde du travail. Et donc, j'étais le religieux du groupe de presse où j'étais, 200 personnes. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous attirez, comme des mouches, tous les juifs qui n'ont jamais dit qu'ils étaient juifs à leurs autres collègues. Alors bon, il y a certains, des noms, Belaïch, etc. Bon, ils ne pouvaient pas trop se cacher, mais il y avait ces noms, le monsieur, le chevalier, etc., qui arrive et qui me raconte, il me dit, tu sais, j'ai fait la bar mitzvah de mon fils la semaine dernière. Pardon? Et l'autre qui me dit, donc une femme qui me dit, tu sais, Marie-Christine quand même, hein, et me raconte et me dit, tu sais, j'ai circoncis mes 2 enfants, je ne suis pas pratiquante, je ne connais absolument rien, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, alors que j'avais pas du tout ce look-là, j'avais pas de barbe, j'avais pas de truc, j'avais pas de kippa encore à l'époque. Et en fait, je devenais un peu le confident de l'ensemble des juifs qui avaient un problème qui n'avaient pas de lien, justement, plus de lien avec le judaïsme, à part quand on les traitait de sales juifs dehors. Mais bon, à l'époque, c'était encore un peu rare. Il y a eu après le sujet du Shabbat et des fêtes. Sujet de Shabbat et des fêtes, ça c'est le sujet le plus compliqué à expliquer un jour à son patron en disant je suis pas là une semaine, ou je suis pas là 4 jours, ou je suis pas là 3 jours, etc. Pas milieu. Il te reste des jours de congé? Non. Mais je vais pas être là. Mais tu sais qu'on a besoin de toi, etc. Je fais non, mais je vais pas être là. Si tu veux, c'est pas grave, je vais bosser ailleurs. Et en fait, j'ai toujours fait comme ça, un peu au culot, et ça a toujours fonctionné. Et au contraire, en fait, mes patrons, mon rédacteur en chef à l'époque, mes collègues, etc., étaient toujours en train d'admirer, en fait, ma détermination. C'est-à-dire que, voilà, je dois effectivement manger cachère, je dois être shomer Shabbat, et ben, je vais être shomer Shabbat. Point. Il n'y a pas un moment où je vais aller faire un petit détour, ou aller prendre un petit coup de fil urgent. Non, il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte, et je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant ça fait 20 ans que j'ai commencé, ça c'était il y a 18 ans, je n'ai jamais eu de remarques sur ma religion. J'en ai eu une seule fois, enfin une ou 2 fois, et à chaque fois des personnes qui pour moi n'étaient pas juives, mais au final, ça se verrait, c'était des personnes juives. Qui en fait, un jour, j'avais mis dans mes bureaux, à l'époque, donc, quand j'étais entrepreneur, donc j'avais une société, on avait des très beaux grands bureaux, 400 mètres carrés, il y avait 30-40 personnes dedans, et on a posé des mezuzot. On a fait ça le soir, incognito, et le lendemain, les salariés arrivent, et tous les salariés non-juifs arrivent en disant « Ah, il paraît que ça porte bonheur, comment on fait? On fait comme ça ?» Et ils étaient tous comme ça, donc ils rentraient, ils s'embrassaient, ils fait « Oui, ça porte bonheur, évidemment. » Et donc ils étaient comme ça. Et par contre, il y avait c'était mon directeur technique de l'époque, qui arrive, et pour moi, t'es pas juif du tout. Donc, moi, je l'ai dit à la fin, donc il était juif. Et qui me dit, oh, déjà, nos locaux sont rue du Sentier, et en plus, on a ça, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu as besoin de mettre ce genre de choses, mets-les chez toi, pourquoi tu les mets au bureau, etc. Je fais, de toute façon, c'est pas ton problème, d'accord? C'est pas ton sujet, merci, au revoir. Et en fait, ça le rongeait. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait même changé son nom pour cacher son judaïsme, et je l'ai appris d'ailleurs vraiment. Et bon, c'est quelqu'un qui avait volé aussi dans les caisses, etc. Donc on a eu beaucoup de problèmes avec ce monsieur. Et donc la mezouza, c'était peut-être qu'il avait peur de voler à côté de la mezouza, en fait. C'était peut-être ça son problème. Et en fait, se rendre compte qu'à un moment, quand on est déterminé à vouloir faire des choses, en fait, vous n'avez rien qui vous empêche d'avancer. Donc je parlais de la cache-route un jour, donc on est dans les années 2000,
Et les années 2000, alors là j'étais sur toutes les chaînes de télé tout le temps. Alors vous vous rappelez pas, je n'avais pas cette tête, j'étais plus jeune, etc. Envoyé spécial, mots croisés sur France 2, je faisais toutes les émissions, Canal+, tout, enfin vraiment tout. Et un jour, je reçois un... Et oui, j'étais aussi proche du gouvernement, enfin de Jacques Chirac à l'époque et de ses conseillers, parce que je représentais la nouvelle économie, tout ce qui était trendy à l'époque. Et un jour, on reçoit un appel du ministre de l'Industrie suédois, chef de cabinet du ministre de l'Industrie suédois, qui appelle mon assistante et qui dit voilà, on aimerait inviter M. Bérébi à un dîner avec les 12 ministres de l'Industrie européens, à Bruxelles. Bon, alors moi j'écoute le truc, et un peu foufou, je dis désolé, je mange cachère, je ne peux pas manger avec vous, je ne me vois pas les regarder manger, avec plaisir pour parler un jour, etc. Mais je dis à mon assistante, tu lui as dit non. Et pour moi, l'affaire était réglée. Et le chef de cabinet du ministère dit, mais il n'y a pas de problème s'il mange cachère. Quel est votre numéro de fax? On leur donne un numéro de fax, et il nous envoie la liste de toutes les certifications de cache-route d'Europe, en disant, choisissez ce que vous voulez. Il m'a envoyé le truc, donc voilà, il y avait Strasbourg à côté, etc. J'ai choisi le truc, bon, et il m'envoie un billet d'avion. Déjà, ils viennent de me chercher en voiture, chauffeur, à Paris, et j'arrive en avion première classe, je descends de l'avion, je sors même pas la douane, ils étaient en bas des émarches, il y avait une voiture qui m'attendait. J'avais 20 ans à l'époque, je sais pas, il faut imaginer le truc. J'étais complètement dans les nuages, et j'arrive, on m'amène dans une grande suite à Bruxelles et tout, voilà votre chambre, tout, qu'est-ce que je fais avec tout ça, je suis tout seul. Et on tape à la porte, monsieur, votre voiture est en bas, vous allez au dîner avec les ministres de l'industrie. Donc je fais vraiment les 12 ministres de l'industrie européenne. Je rentre dans une salle qui faisait 4-5 fois cette salle-là, 2 fois la hauteur, avec une immense table au milieu. Il y avait chaque ministre était à côté de son chef de cabinet, et tout autour, vous aviez des aquariums comme ça, avec des traducteurs. Parce qu'en fait, en Europe, les gens sont tellement prétentieux qu'ils ne veulent pas parler en anglais entre eux. Donc chacun parle sa langue, ce qui est très, très pratique. Donc on a des petites oreillettes, etc. Et chacun parle sa langue, et il y a des traducteurs qui traduisent au fur et à mesure. C'est idéal en plus pour manger et tout, d'avoir une oreillette et tout ça. Et à ce moment-là, je vois les serveurs qui sont un peu comme ça, un peu embêtés, ils sont en train de me regarder, je dis bon, ça y est, ils sont en train de parler de mon repas cachère. Et ils viennent me voir, ils me disent, monsieur, on a un repas pour vous, il est emballé, etc. Vous voulez qu'on vous l'ouvre, on vous met à chauffer? Je dis non, amenez-le-moi comme ça, etc. Donc c'est comme des plateaux d'avion, plus beaux, etc. Et alors je ne sais pas si vous souvenez, quand vous prenez l'avion, ouvrir un plateau d'avion cachère fait beaucoup de bruit. C'est très très bruyant parce qu'en fait le plastique est très fort, il ne veut pas qu'il se soit. Donc en fait, quand on regarde, tu prends un couteau comme ça, il faut essayer de le tirer comme ça. Et moi je suis devant tous les ministres, déjà ils me servent en premier, parce que c'est très pratique. Dans l'avion ils font pareil, mais bon, dans l'avion c'est pas très grave. Mais elle me sert en premier. Et moi je sais d'ouvrir ce sac et tout ça. Et à un moment, il y avait une ministre en face de moi, une femme qui était finlandaise, suédoise, je ne sais plus, une blonde. Et elle parlait un langage que moi, j'avais jamais entendu parler. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je mange cachère, c'est un repas cachère. Alors elle me dit, moi aussi je devrais. Et donc voilà, et en fait je me suis retrouvé donc à manger un repas cachère. Bon, alors il y avait le ministre français qui était un peu embêté que voilà, le représentant entrepreneur français était un peu comme ça, mais au final ça s'est très 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 bien passé. Et en fait il y a eu plein d'histoires comme ça dans ma vie qui ont fait que je n'ai jamais eu en fait le moins de problèmes. Pour moi il y a une manière technique d'expliquer ça, c'est quand on est déterminé à faire quelque chose, en fait les choses se passent bien. Et aussi, je pense que j'ai l'aide du ciel qui fait que, effectivement, ce qu'on appelle la siyata d'Ishmael, c'est que, voilà, il y a des règles dans la Torah, il y a des règles à respecter. Si je dois les respecter, en fait, on va m'aider à le faire. Ensuite, j'étais dans mon bureau, donc j'avais quitté l'école juive donc en terminale, et voilà, quand on quitte l'école, on perd un peu le lien avec l'étude. Même si dans l'école juive, l'étude du judaïsme, de la Torah, etc. est assez light, en tout cas, on perd le lien. Et donc, j'ai commencé à organiser, en fait, dans mon bureau, notre salle de réunion, tous les mardis soirs, on organisait
une réunion avec un cours de Torah avec une vingtaine, trentaine d'étudiants. Donc en fait, au début, c'était un étudiant qui donnait le cours. Après, c'était un rav qui donnait le cours. Et en fait, c'est ce cours-là qui a fait que moi et beaucoup d'autres, nous nous sommes rendus compte, en fait, du lien le lien très très proche qu'il y avait en fait entre nous et un rabbin comme Rav Lemel. C'est-à-dire qu'en fait, entre Rav Lemel et moi, et même il y a 15 ans, finalement, il n'y a pas vraiment de grands sujets de controverse, etc. Alors après, il y a la barre, il y a le etc. Mais au final, on fait partie du même monde. Alors qu'en fait, effectivement, moi, mon esprit, c'était, il y a les rabbins, d'un côté, qui sont eux qui doivent faire les religieux, qui doivent étudier, qui doivent faire plein de trucs, etc. Quand on a une question, on doit leur poser. Et il y a le peuple, vous voyez. Et en fait, j'ai appris à ce moment-là, en fait la valeur de l'étude de la Torah, la valeur de l'étude pour l'étude. C'est-à-dire, commencer à étudier des sujets pendant des mois et des mois et des mois et des mois, rentrer en profondeur des sujets et se rendre compte, en fait, de comment on appelle ça, de l'harmonie en fait du judaïsme, l'harmonie des différents points. Ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas à la télévision. Si on lit des livres, on peut y arriver assez difficilement, je pense qu'il faut avoir des maîtres. Et en fait, je me suis rendu compte en organisant des cours dans mon entreprise, où j'avais des amis qui étaient patrons d'autres entreprises, on était rue du Sentier, comme je disais. Donc il y avait même les start-upers, étaient aussi, il y avait quelques juifs autour, etc., qui venaient étudier la Torah et qui venaient faire ça. Donc moi, en fait, le limoud, aujourd'hui, en fait, l'étude, représente 2 à 4 heures par jour de mon temps. Donc en fait, ça représente, c'est un peu le pilier, en fait, de ma journée. C'est là, en fait, que je me plonge dans des textes qui datent de 2000 ans, 2500 ans, ou de 1000 ans, pour la fin, etc. Et tout en ensuite basculant dans le monde des startups et le monde de à quoi va ressembler la technologie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fait, ce mix-là est super intéressant, et en fait, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Ensuite, quand je me suis marié, alors bon, déjà, il y a eu un truc, c'est que j'ai commencé à travailler très jeune, et ma relation à l'argent était un peu folle, c'est-à-dire qu'en fait, je ne savais pas à quoi ça servait avant de me marier. Bon, ma femme ne dépense rien. Mais en tout cas, je ne savais pas à quoi ça servait. Je vivais chez mes parents, donc j'avais 60 salariés, je vivais encore chez mes parents. Ce qui est quand même sympa. Alors, où tu vas? Tu veux que je te raccompagne? Oui, je vais chez papa et maman, et tout, on mange ça et tout ça. Et par contre, voilà, l'argent, en fait, je ne savais pas à quoi ça servait, parce que effectivement, je rentrais chez moi, j'avais à manger, je voulais m'acheter un ordinateur, c'était la société qui payait, et au final, quand on bosse à plein temps et on dirige autant de monde, on n'a pas énormément de temps pour les loisirs, on n'a pas de temps pour quoi que ce soit d'autre, pour dépenser autre chose. Et en fait, donc, en me mariant, donc effectivement, j'ai dit, il faut que j'achète un appartement, j'achète, je loue, commence à avoir des dépenses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte immédiatement qu'il y avait en fait un grand piège dans ça. C'est-à-dire qu'il y avait un piège qui était de dire, maintenant j'ai une raison de travailler, j'ai une raison de gagner ma vie, de gagner bien ma vie, etc. Et en fait, je peux parfaitement basculer dans un monde où je fais que ça. Je fais que gagner ma vie pour ma famille, alors qu'en fait, je suis censé gagner ma vie pour ma famille. Donc je ne dois pas oublier ma famille. Et quand j'avais du monde à gérer, etc., il m'arrivait de rentrer à 11h le soir. J'avais pas vu ma femme le matin, à peine bonjour. Le soir, je rentrais à 11h, tout le monde dormait à la maison, mes petits enfants, etc. Je les voyais pas. Et à un moment, très très vite, je me suis dit, en fait, on a un défi, c'est un défi, en fait, la vie est faite de défis de ce genre-là. C'est comment faire pour avoir une harmonie pareille entre son boulot et sa famille. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'en fait, pour moi, j'avais dans mon état d'esprit de l'époque, qui était une grosse erreur, c'était plus on travaille, plus on réussit. Plus on passe de temps à travailler, plus on réussit. Et en fait, clairement, c'est pas du tout le cas.
Donc, bien que je dise que je fais beaucoup de choses aujourd'hui, je travaille en heures moins que beaucoup d'ortho. Le sujet, en fait, c'est de travailler sur les choses importantes, les choses qui vont vous changer et améliorer votre vie. Donc, soit vous avez une entreprise, ben, c'est effectivement de trouver le client ou les clients qui vont vous permettre de payer les salaires du mois prochain ou de faire évoluer votre entreprise dans le bon sens. Si vous avez besoin d'argent pour votre maison, votre truc, etc., c'est vous avez besoin de l'argent pour payer votre loyer, ben, vous allez gagner donc ce qu'il faut pour payer votre loyer. Et en fait, ne pas rentrer dans l'engrenage de toujours essayer d'en avoir plus, en avoir plus et en avoir plus, ben ça c'est un énorme défi. Et au final, quand on y arrive, c'est pour moi, c'est la plus grande des satisfactions. C'est la plus grande fierté de justement pouvoir jongler entre mon étude où je suis 100% dans mon étude, ma famille où je suis 100% dans ma famille. Chez nous à la maison, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'iPad, il n'y a rien, d'accord. Il y a des livres, il y a plein de livres, et il y a mes enfants avec qui je déjeune tous les midis, qui sont tous autour d'une table, et on se regarde chacun en face de l'autre. Alors que moi, mon enfant, c'est comme ça dans beaucoup de familles, c'est en fait on a la télé là, et donc on se met tous pour pouvoir voir la télévision. Et maintenant, en fait, je suis dans un monde où en fait, on est là, on se regarde tous, et on se raconte des trucs. On se raconte des trucs, etc. Et ça, en fait, au final, on me dit, est-ce que tu es devenu orthodoxe parce que le monde orthodoxe t'a plu? C'est en fait, pour moi, je suis devenu orthodoxe parce que ça répondait à mes problèmes. Ça répondait à l'ensemble de mes préoccupations que j'avais justement dans mon travail, qui était comment faire pour pouvoir avoir une harmonie entre les différentes choses. Il y a quelque chose aussi qu'on a en fait quand on devient patron, c'est la soif du pouvoir, d'accord. On se sent bossé, on décide pour eux, etc. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que donc à 21 ans, je dirigeais beaucoup de monde et j'étais le plus jeune de la société. Je me suis fait massacrer. J'ai eu les grèves, j'ai eu les manifs dans mon bureau. Tu nous avais promis d'aller à Disneyland, etc. Ah, je l'ai eu celui-là, ça je me rappelle toute ma vie, on a été à Disneyland. On a été à Disneyland après, on a été obligés. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bien que je sois quelqu'un de très très ambitieux, il y a certaines ambitions qui ne font pas spécialement du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, vouloir être patron de plein de monde et de vouloir diriger plein de monde, ça a un avantage, effectivement, ça permet de réaliser ses rêves, ça permet de faire plein de choses, mais à un certain moment, on se retrouve en fait à gérer un grand nombre de problèmes. Donc moi en fait, ma société c'était 40 personnes, 60 personnes, et après je suis passé à 10 personnes, avant de la vendre un an plus tard. Et en fait, cette soif de vouloir contrôler les choses, cette soif de pouvoir, moi je suis entouré de gens extrêmement riches, de gens extrêmement avec un pouvoir dans tous les sens du terme extrêmement fort, et en fait au final je me rends compte que ça leur pose beaucoup plus de problèmes que d'avantages. Donc en fait le pouvoir ils en profitent 10 minutes dans la journée, voire 10 minutes dans la semaine, mais tout le reste du temps ça leur amène beaucoup plus de problèmes. Donc moi au final, en arrivant en Israël, j'ai vendu ma société et mon entreprise, ma société et mon appartement le même jour. Donc je m'étais marié 2 ans avant. Dans la série des trucs un peu dingues, j'ai demandé la main de ma femme le jour où je l'ai connue. Donc c'était un peu. Bon, série, il faut décider, prendre des décisions rapides. Après ma mère m'a dit non, tu peux pas te marier si vite, etc. Bon, on s'est marié très vite quand même. Mais en tout cas, voilà, c'était le genre de choses qu'elle avait fait. Dans la série, parce qu'en fait, quand on est patron, justement, quand on gère, on a des responsabilités, on doit prendre des décisions en permanence. C'est ça la différence. C'est qu'en fait, on doit trancher. On vient nous soumettre un problème, il faut trancher. Et en fait, je me suis amusé à trancher, et je me suis rendu compte que de toute façon, je pouvais réfléchir 20 ans sur un sujet, je me trompais une fois sur deux. Donc au final, pour ma femme, j'ai dit, allez. Ça a bien marché. Bravo, Rachel. Trop réfléchir, ça n'a aucun intérêt. Là, je vous dis, je travaille avec quelqu'un comme Xavier Niel, je peux vous dire la vitesse à laquelle il prend des décisions,
voilà, on est maintenant pareil tous les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on reçoit par exemple un dossier d'une start-up dans lequel on doit investir, un quart d'heure après on a déjà pris nos décisions. Les autres fonds d'investissement vont passer 6 mois à aller trifouiller la tête pour savoir si ça va marcher, et au final il peut se passer un milliard de choses dans la vie de la société qui fait que ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, trancher, on y va pas, etc. Il faut trancher. Donc en fait, donc moi j'avais commencé à étudier avant de partir de France. Donc j'étais quelqu'un qui lui commençait à mettre ma casquette à partir de 2001. Casquette tout le temps. Je trouvais qu'il fallait que je me couvre la tête, sans le dire à personne. Les gens ne savaient pas pourquoi j'avais une casquette. Très très rare. C'est des gens qui comprenaient, je crois que c'est parce que t'es juif, etc. T'as une kippa en dessous. Je fais non, il n'y a pas de kippa en dessous, mais ça change rien. Et je sentais, voilà, je sentais que c'était quelque chose que je voulais faire et que ça faisait partie de, je ne vais pas dire de la panoplie parce que ça justement c'est pas le sujet. Je pensais que ça faisait partie de l'uniforme, on va dire. L'uniforme du juif, c'était d'avoir la tête couverte. J'arrive après je commençais à étudier tous les matins. J'étudie de 11h à 11h, de 8h à 11h, pardon, tous les matins. Et j'arrive en Israël où là j'ai une chance fabuleuse. Donc je vends mon appartement et ma société le même jour. Et donc j'arrive avec pas mal d'argent en Israël et je pouvais prendre 6 ans, 10 ans de vacances. Le rêve. Et c'est bien de vouloir prendre 6 ans de vacances, mais quand on est un surexcité comme moi, ça ne dure pas quelques semaines. Et en arrivant justement en Israël, c'est là où j'ai découvert une chose qui était super intéressante. C'est que quand j'ai voulu inscrire mes enfants à l'école, on m'a demandé de cocher une case. Je ne sais pas si vous avez des enfants aussi. Vous avez déjà vu cette expérience, c'est qu'en fait, en Israël, vous avez 3 types d'écoles, ce qu'on appelle les écoles chilonites, laïques, les écoles sionistes religieuses et les écoles orthodoxes. Et il faut cocher une case. On ne coche pas de case en France. En France, on est juif, point. En Israël, il faut choisir, parce que en fonction de la case que vous allez cocher là, vous allez changer toute votre vie et toute la vie de vos enfants. Vous allez faire partie d'une autre communauté. Et c'est là, effectivement, j'ai coché la case orthodoxe. Et bon, je vais arrêter de parler parce que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Et voilà, donc je raconterai la suite. Alors, juste rapidement, je me permettrai à peine de vous présenter. En tout cas, juste un point, peut-être que je vous laisserai rebondir sur ce qu'a dit Jérémy Bérébi. On voit que la Torah a été quelque chose de pertinent dans votre vie, qui vous a permis de vous construire et d'être qui vous êtes aujourd'hui. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la Torah peut vraiment être pertinente pour tout le monde? Il y a différentes approches, il y a différents types de personnes. C'est pas forcément le même cadre qui peut convenir à chacun. Alors avant de répondre à ta question, j'ai le bonheur de se connaître depuis un certain nombre d'années. J'ai d'ailleurs quand il a vendu sa société, il m'a appelé, il m'a dit bon, je vends la société, mais j'ai des bureaux, vous voulez pas les récupérer pour vos bureaux? Donc j'ai toujours les bureaux de Jérémy qui est mon bureau. Mais je vais te raconter quelque chose que tu ignores. Je crois que c'est 1990. Ma femme me dit oui, donc je me suis pas trompé pour une fois sur la date. Une ville à côté de Paris, pas très connue, Clamart. Un hôtel pourri, un petit 2 étoiles mais pourri, au bord d'une nationale, une salle de conférence en sous-sol, et quelqu'un qui est là-bas, un grand monsieur fin, amené par des copains d'une boîte qui s'appelait Cortex et qui s'appelle Jean Guetta. En effet, c'était les premiers séminaires qu'on a le bonheur de faire en France qui s'appelaient les séminaires à Achim. Et Jean, donc, est arrivé à ce séminaire tiré par des copains qui avaient fondé une boîte, Lambroso et Co, et qui a dit « il faut que tu viennes, il faut que tu viennes ». Moi, je ne savais pas du tout qui était ce monsieur. Je vois juste quelqu'un de très fin, qui écoute avec beaucoup d'intensité, et puis qu'à la fin de ce séminaire, donc dans lequel il y avait entre autres intervenants Zichrono Livracha Chaim Sigler, mon père et toute l'équipe de ce qu'on appelait à l'époque Achim, le professeur Lambroso, le fameux Lambroso des SUPSP, eh bien à la fin vient me voir et nous dit au moment du symposium, il dit écoutez, je vais vous dire quelque chose, je suis venu ici, pour moi la Torah c'était quelque chose qui était à l'intérieur d'une pièce totalement sombre avec des rideaux. En venant à ce séminaire, j'ai eu une envie
c'est d'ouvrir les rideaux et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, donc, j'ai été le voir au siège de sa société, qui était à l'époque la Sahari, n'est-ce pas, logiciel de gestion. Moi, je ne connaissais rien. Je suis juste, il m'a dit, venez me voir à mon bureau. Alors moi, je vais en bureau, et puis je vois qu'il y a tout un immeuble. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Il a un grand bureau, le monsieur. Et donc, et il a exprimé, Jean a exprimé à ce moment-là son désir d'étudier. Et donc, on a commencé à étudier ensemble, et puis après, eh bien, je l'ai tourné vers d'autres rabbinimes, parce que vous savez, dans la vie, il n'y a rien de pire que de s'approprier les gens. Et il a commencé donc son étude. Et c'est vrai que j'ai souvenir de ses cours chez lui à la maison et de toutes sortes de choses. Et c'est vrai que c'est un bonheur de voir qu'au fond, eh bien, par la suite, il y a eu cette rencontre. Et tu me parlais d'Éric Rebout. Alors, je vais te raconter une deuxième histoire. C'est 5 bis rue Saint-Paul. C'est plus ou moins dans les mêmes années. C'est le Rav Kaufman de Bnei Brak qui m'appelle, qui me dit, j'ai une cousine, j'aimerais bien que vous la rencontriez, mais je ne sais pas comment faire. Et là, avec toute sa casuistique talmudique, il dit, ah, j'ai une idée, je vais lui demander de vous amener un livre, elle va vous le déposer, et au moment où elle vous le dépose, soyez à la maison et essayez de créer le contact. Vous voyez le truc. Et donc ça sonne un soir à la maison, et je vois, la porte s'ouvre, et je vois une femme qui est là, je dis, qu'est-ce qui se passe? On est au 6e étage. Elle dit, j'aime pas prendre l'ascenseur. Je dis, ça commence bien. Et donc elle me dit, voilà, j'ai un livre à vous remettre. Et là, l'enjeu, c'était, vous connaissez la minute du Rav Lemel. Ben là, c'était en 15 secondes, il fallait jouer le truc. Et à Kadosh Baruch Hu, dans ce genre de cas, vous savez, vous vous rendez compte que c'est pas vous. Hein. C'est en direct live, comme dirait l'autre. Vous savez pas ce que vous dites. Il y a des mots qui sortent, et puis il y a quelque chose qui se passe. Elle dit, ah ben, j'aimerais bien que vous veniez donner un cours à la maison. Et donc j'arrive chez eux. Eric était là, Eric à ce moment-là était président de Cara, et puis c'est un univers, la Torah il ne connaissait pas, et il y avait là-bas, je ne citerai pas son nom, mais je citerai sa fonction, un monsieur qui était à l'époque le président Europe d'Euro Disney, et de Walt Disney. Et donc je donne un cours, je donne une conférence, et puis après cette conférence, il vient chez moi, il me dit, ah oui, la Torah, très très puissant, c'est bien ce que je me disais. À mon avis, c'est quelque chose qui nous a été révélé par les extraterrestres. Authentique. Je ne cite pas son nom par des juifs. Extraordinaire. J'ai dit, vous avez le droit d'appeler Dieu par le nom que vous désirez, il n'y a pas de problème. Et donc, et à ce moment-là, eh bien, Eric a rejoint d'ailleurs Jean à un moment dans les Shurim avec le Rav Eman, et puis voilà. Donc c'est intéressant de voir comment les histoires se recoupent, et c'est là on voit comment les choses s'organisent et que Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte. Et pourquoi je le dis? Parce que je pense qu'on a tous à un moment dans la vie le bonheur de faire des rencontres, quelles qu'elles soient. Et il faut avoir le sens du timing, il faut savoir attraper le moment. Vous savez, dans l'histoire juive, il y a quelqu'un qui s'appelle le prophète Eliyahu Hanavi. Il va voir un élève qui s'appelle Elisha. En français, on traduit par Élisée. Elisha, nous dit le texte, il est dehors, il est avec ses bœufs, il est en train de labourer son champ, et Eliyahu Hanavi arrive, Vayasamadarto alav, il lui jette son manteau. Et Elisha comprend immédiatement le message, il l'a choisi pour disciple. Elisha se lève, donne les bœufs à celui qui est à ses côtés, part et suit immédiatement le prophète. Il a compris qu'il fallait avoir le sens du timing. Il y a des moments dans la vie dans lesquels il faut comprendre que l'occasion, elle est là. Tu nous en as parlé tout à l'heure, entre autres par le choix de ton conjoint, moi pour avoir le plaisir de parler un peu plus longtemps avec mon épouse, j'ai attendu quand même une semaine. Mais c'est vrai que il y a des moments où il faut savoir décider. Et ça, je crois que c'est très intéressant tout à l'heure, ce que tu évoquais avec cette notion de savoir trancher. Bien sûr, ça doit passer d'abord par une préparation. C'est-à-dire quelqu'un qui sait au fond, à ce moment-là, faire ce que la Torah attend de nous, c'est-à-dire, il sait avoir une gestion des priorités. Vous savez que la libération du peuple juif, elle s'est construite autour du Seder. Le Seder de Pessah, Seder c'est l'ordre. L'ordre, c'est savoir gérer les priorités. Et d'ailleurs, les lettres du mot Seder, si vous les organisez autrement, ça fait le mot Dorès. Dorès, c'est déchiqueté. C'est-à-dire quelque chose dont tous les aimants sont là, mais seulement comme vous l'avez complètement écrasé, ça ne peut plus remplir sa fonction. Tout est là, mais ça ne peut servir plus à rien. Et je crois que, en effet, c'est en tout cas cette leçon-là, entre autres, qui nous est commune, et je pense que c'est savoir en effet avoir le sens du timing.
Savoir que dans la vie, en effet, il y a des moments dans lesquels il ne faut pas avoir trop d'atermoiements. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous donne des rendez-vous et qu'à ce moment-là, on doit prendre des décisions et y aller et avancer. Alors, bien sûr, la question tout à l'heure, je t'entendais parler, je me disais, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui disent, ouais, mais enfin, bon, Jérémy, Bérébi, Biraïnara, comme ça qu'on dit chez les Ashkénazes. Eh bien, alors, c'est vrai que chacun, à un moment dans la vie, a des occasions qui se présentent à lui. Et je crois que, au fond, ce qui est important, c'est de savoir à un moment ne pas gâcher son potentiel. Et à mon avis, quand tu me disais tout à l'heure, Ethan, et qu'il faut savoir en quoi la Torah, qu'est-ce qu'elle joue ici comme rôle, je crois que la Torah nous demande de ne pas gâcher notre potentiel, soit en décidant de l'ignorer, soit en l'utilisant dans des univers inappropriés. C'est la pire des choses. Ne pas vouloir voir son potentiel, ou alors quand on le connaît, ne pas l'utiliser dans des univers appropriés, le gâcher. Il va nous apporter un certain nombre de choses, mais quelque part, on ne pourra pas construire. Et je crois qu'au fond, ça, c'est valable pour tout à chacun. Après, chacun a son parcours, chacun a son histoire. Alors toi, tu étais chef d'entreprise, tu as dit Shabbat. Ben moi, je vais te raconter une histoire. Une histoire que j'ai vécue à la Yeshiva d'un monsieur qui était receveur à la poste. Il était, vous savez, derrière le guichet. Il était facteur. Et ce monsieur qui fleurait bon l'accent marseillais, il venait de Marseille, il avait un accent incroyable, qui avant de faire tchouva était un adepte du restaurant dans lequel on payait et puis après on pouvait manger tout ce qu'on voulait autant qu'on voulait. Un jour décide lui aussi de faire tchouva, de changer. Et puis il décide de faire Shabbat. Mais là, il est dans l'administration. Eh bien, il leur expliquait qu'il devait faire Shabbat. Et là, on lui expliquait, ben, si vous faites Shabbat, c'est la porte. Il a dit, oui, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis prêt à travailler au Louvre, la nuit, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le vendredi en été, à 17h47, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil, c'est-à-dire l'entrée du Shabbat plus 18 minutes, il posait son stylo, il était derrière, et il travaillait plus. Bien sûr, convocation et tout. Résultat, il était muté dans des bureaux. Et je me rappelle encore comment il arrivait, après il travaillait sur les Champs-Élysées, il arrivait à pied de là-bas, et à ce moment-là j'étudiais dans le 4e arrondissement, donc il y avait comme une sacrée trotte, et il arrivait avec le sourire. Et c'était quelqu'un qui en effet n'aurait peut-être pas été courtisé, c'est-à-dire qu'au fond, ne vous dites pas, ah oui mais lui, c'est pas vrai. Je crois que chacun d'entre nous, c'est un problème de ratson, c'est un problème de volonté. Plus que cela, dans un monde dans lequel se démarquer à un moment peut être vécu comme étant quelque chose qui nous met à l'extérieur d'un système, quel que soit l'univers dans lequel vous êtes, il y a un principe. C'est la notion du positionnement. Où je me positionne. Et c'est là où je vais essayer de répondre à ta question. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus bouleversante parce que la société organise la loi autour de ses désirs. C'est ce que nous voyons en France, on l'a vu de manière incroyable à travers le mariage pour tous. C'est-à-dire que la loi est là pour valider le désir d'un système ou d'une société, ou alors de ceux qui parlent le plus fort, ou qui ont les zones d'influence les plus pertinentes à cet instant-là. Et donc comme après c'est la loi, donc la loi me rassure, je suis dans la loi. C'est pas pour rien, vous savez que les nazis ont créé des lois raciales. Il y avait un code de loi, parce que c'est la loi, au nom de la loi. La Torah nous dit que c'est exactement le contraire. L'homme organise sa vie autour d'une référence. Il ne construit pas la référence pour justifier ce qu'il a envie d'être. Parce que si c'est cela, nous sommes dans des systèmes à géométrie variable. Et on le voit, et on en voit la dimension perverse dans sa dimension ultime dans le nazisme, mais aussi dans tout ce que l'on voit aujourd'hui. Au fond, vous savez, c'est un petit peu le problème de celui qui a toujours 100 aux fléchettes, parce qu'il a pris une habitude. Il tire la flèche, et après il fait la cible. Il sera toujours au centre de la cible qu'il aura mise autour de sa flèche. Et je crois qu'à un moment, en tout cas moi ce que j'entends, c'est pas juste la Torah, c'est le problème du positionnement. Comment je me positionne? Et à partir du moment où je suis positionné, eh bien on n'est pas dans un système dans lequel on va devenir ce qu'on appellerait des caméléons sociaux. C'est-à-dire chercher sans arrêt à s'adapter à la réalité du monde qui est là, par peur de ne plus être aimé, par peur de déplaire. J'ai entendu un jour d'un thérapeute extraordinaire, c'est Guy Hirsch, un monsieur qui a encore les numéros d'Auschwitz gravés sur son bras, qui est le maître de tous les grands thérapeutes en thérapie systémique aujourd'hui au monde, c'est un monsieur qui a 84 ou 86 ans.
et qui m'a dit cette phrase, et à mon avis, elle devait être présente dans ta tête, elle doit être présente dans notre tête, dans ce genre de situation. La phrase, elle est très simple. Pas tout le monde dans la vie n'aura le mérite de vous aimer. Si l'amour et l'acceptation que les autres auront de nous est conditionné par le fait que nous soyons à l'image de ce qu'ils attendent que nous soyons, alors je n'ai pas besoin d'être aimé. C'est un amour conditionnel. Si l'autre n'est prêt à m'accepter que dans la mesure où je suis à un moment ses règles, et si je ne les suis pas, il ne m'aime pas, eh bien au fond, pourquoi vais-je faire des contorsions pour être accepté de lui? Et ça, c'est au fond une règle que l'on doit être capable de mettre en place. La Torah nous paraît à tous. Jérémie tout à l'heure parlait de Jean Guettard, qui est un ami proche, vraiment proche, et Eric aussi, qui aujourd'hui est à Londres d'ailleurs, à mon avis, étape avant Israël, on s'est parlé récemment. Jean Saillet est déjà en Israël, après une petite étape à Londres. Et j'ai eu aussi le bonheur de rencontrer beaucoup d'autres personnes de plein d'univers. Je veux dire, quand on s'est revu tout à l'heure, j'ai revu ce que j'avais vu il y a quelques années. Une chose. Alors la barbe, c'est vrai, un peu, hein, quand même. Plus long tu verras, quand elle va commencer à blanchir, peut-être que tu vas la faire un peu plus courte. Tu verras. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose, le regard. Eina Shunra de Liba. Le regard est révélateur de ce qui se passe dans le cœur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se parle via des choses. Et on va parler tout à l'heure, parce qu'on a quand même parlé de nouvelles technologies, hein, si ça ne te dérange pas. Parce que tout à l'heure, je lui ai fait un deal. Je lui ai dit, écoute, peut-être qu'on échange. Toi, tu parles de Torah, moi, je parle de nouvelles technologies. Alors, ce que je suis sûr, c'est que ce que tu vas dire, à mon avis, ça sera bien. Parce qu'en Torah, il connaît. Mais en nouvelles technologies, ce que je vais dire, à mon avis, ils vont se lever en 15 secondes, ils vont partir en courant. Donc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, notre problème à nous, c'est d'arriver un petit peu à dépasser un petit peu nos a priori, nos peurs, nos angoisses, de se faire nous-mêmes notre propre idée. C'est-à-dire de prendre le risque. Prenons le risque. On avait créé il y a quelques bonnes années de cela un site internet. Alors je te raconte, quand on a créé le site internet lamed.fr, c'était épique. C'était les cours du Hammam Café à l'époque. Je donnais des cours au Hammam Café. Il y a un garçon qui s'appelait Alexandre Lebar. Je le cite parce qu'il a été incroyable. Il a eu une place énorme dans cette aventure. Et Alexandre vient chez moi. Un soir, après un cours, il me dit, il n'était pas encore marié. Il était à ce moment fiancé. Il me dit, Rav Lemel. Je dis oui. Ah non, on se tutoyait. Il me dit, Eli. Il dit ouais. Il dit, tu sais, à mon avis, il faut faire un site internet. Je le regarde. J'ai fait comme toi. La différence, c'est que moi, je ne sais pas du tout de quoi il s'agissait. Je lui dis, ah oui, je suis totalement d'accord. Et à ce moment-là, je raconte l'histoire. Il y avait quelqu'un, c'était la bulle Internet. Tu l'as connu peut-être, il existe toujours, Michael Schwartz, qui avait créé une boîte. Ils avaient un immeuble particulier dans le 17e et tout. Il vient me voir, il me dit, c'est bon, je m'occupe de tout. Et je vais voir quelqu'un d'autre. Je pense qu'il n'aurait pas envie que je le cite, parce qu'il a mis une somme d'argent importante à ce moment-là. Et c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Le site est fait Louis Nishmal d'ailleurs, de son papa. Et il m'a dit, écoute, voilà... je vous donne. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. La bulle Internet a explosé un mois après. Mon ami m'a dit, je voudrais bien, mais voilà, il n'y avait plus rien. Et donc, on s'est retrouvés comme ça, et c'est là où on se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène là où on doit aller. À ce moment-là, il y a une personne qui avait une SS2I qui m'a dit, j'ai des intercontrats, je voulais ma disposition. Et on a été une start-up pendant 6 mois incroyable, avec, je me rappelle entre autres, il y avait une graphiste incroyable, russe, qui arrivait, elle devait avoir chaque fois 2 grammes d'alcool dans le sang. On l'a retrouvée une fois un matin, elle dormait par terre, à l'intérieur, elle s'était écroulée, elle nous a fait un travail de fou, c'était celle qui s'occupait là. Il y a ce qu'on appelle une notion de siyata d'Ishmaïa, on pourrait rester toute la nuit à raconter des histoires, je pense qu'il y a tellement de choses. C'est-à-dire qu'au moment où on le fait, on se dit, mais il faut le faire. Et c'est ce que la Torah nous demande. Kol ma shabiatra lasot b'chochacha, c'est tout ce que tu dois faire, fais-le avec toutes tes énergies. Arrêtons d'être celui qui va dans le métro avec tout le monde. N'ayons pas peur de descendre du métro. N'ayons pas peur à un moment de nous donner aussi cette possibilité de nous confronter nous-mêmes aux choses. Et je vais conclure là-dessus, et on va recommencer. Vous savez qu'en hébreu, il y a un mot qui définit l'essence même de ce que l'on doit être, devenir chacham, quelqu'un de sage. Chacham, chochma. Chochma, c'est la sagesse. Et le mot chochma est composé de 4 lettres avec lesquelles vous faites 2 autres mots, qui est koachma, la force du pourquoi. Curieux. Pourquoi est-ce qu'on définit le sage comme étant celui qui a la force du pourquoi, la force du questionnement? Eh bien pour une raison très simple. C'est que pour la tradition juive,
être capable de poser une question, c'est l'expression de la véritable sagesse, parce que poser une question, c'est s'exposer à une réponse. Aujourd'hui, vous avez bon nombre de personnes qui ont des questions, mais qui ne les poseront jamais, qui utiliseront leurs questions comme étant des prétextes pour justifier le fait qu'ils ont envie de rester coincés dans leur confort, des hypochondriaques du confort psychique. Je préfère rester dans mon système, dans mes zones de confort, alors qu'au fond, oui, il y a plein de questions, il y en a plein. Mais aie le courage de les poser, expose-toi une réponse, et attention, c'est comme tout. Pose-les à celui qui a la réponse, et non pas à celui qui ne te donnera pas la réponse, et donc qui te permettra de rester dans ton système. Vous savez, ça je l'ai vu. J'ai lu une fois un article assez, vraiment extraordinaire, je crois, dans le Figaro. Vous disiez cette chose assez incroyable, comme je l'ai dit ce soir, que vous n'avez pas Internet à la maison. Alors, déjà de ne pas avoir Facebook allumé 24 heures sur 24, c'est déjà assez extraordinaire. On peut aimer sur Nefesh. Alors, de ne pas avoir Internet du tout à la maison, pour quelqu'un qui est peut-être une pompe de la high-tech. Pourquoi vous avez fait cette décision? Je sais que vous avez pris, on peut peut-être en reparler, vous avez décidé d'arrêter votre compte Facebook, ce qui est aussi assez incroyable. Pourquoi? En fait, à un moment de ma vie, je suis rentré dans un système où je me suis toujours posé une question très rapide, qui était, à chaque fois que je devais faire quelque chose, c'est est-ce que la chose que je vais faire va améliorer ma vie ou pas? D'accord? Ça a l'air tout bête comme question. D'accord? Mais on ne se la pose pas. Un jour, d'ailleurs, j'ai parlé de ça à un ami, il me dit « Ah, on voit que tu es religieux, c'est une question de religieux. » Internet, je l'ai connu depuis le tout début. À une époque où, en fait, quand il fallait charger une image, à l'époque, il y avait le site du Grand Louvre, il y avait la Joconde, il fallait attendre genre 1 heure pour que la page se charge, d'accord? Et l'image apparaisse entièrement. Donc on allait manger, j'allais manger, le truc, et en plus, l'heure de connexion coûtait 80 francs à l'époque, donc c'était très cher pour voir la page, etc. Et en fait, j'ai aimé, en fait, ce que j'ai aimé dans Internet, c'est l'accessibilité des gens. Donc, d'ailleurs, quand j'ai connu Internet pour la première fois, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email au journaliste qui avait écrit l'article que j'avais lu et qui traitait d'Internet. Et le journaliste m'a répondu 1 heure après. Moi, petit garçon, petit adolescent de 16 ans, il me répond « Bienvenue dans le cyberspace », il m'a répondu, je me rappellerai toujours. Et moi, pour moi, les journalistes étaient des gens mais très loin, c'était l'univers des gens que j'admirais, j'adorais ça, cet univers. Ah, bon, j'étais bien déçu après. Et voilà, j'avais ce contact. Il ne m'a pas demandé mon âge, il ne m'a pas demandé qui j'étais. La seule chose qui l'importait, c'était ce que je lui écrivais. Et en fait, donc l'avantage d'Internet, c'est effectivement l'accessibilité des personnes, l'accessibilité des connaissances. Mais en fait, on est arrivé à un moment où, quand je recevais un mail, enfin moi, j'ai un accro de mail depuis très très longtemps, où à une époque, on recevait 4 mails par jour, c'était exceptionnel, d'accord? On est arrivé à un moment où, en fait, on est devenu extrêmement connecté, ultra connecté, trop connecté. Je pense, moi, personnellement, je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour recevoir des notifications du matin au soir. D'accord? On n'est pas fait pour recevoir le message de sa cousine, de son cousin, de son tous ces événements, tous ces statuts, tous ces trucs, etc. Je pense qu'on n'est pas fait pour recevoir, en fait, se faire mitrailler de l'ensemble de ces informations, qu'on n'est pas allé chercher, d'accord, qui nous arrive tout seul, parce qu'en fait, l'homme a besoin en permanence d'être seul. C'est quelque chose qui est clair et net, c'est de temps en temps, pour être créatif et pour arriver à produire des choses, il ne faut pas recevoir de l'information. Pour être productif, moi j'ai un logiciel sur mon ordinateur, sur mon Mac, qui s'appelle Antisocial, et un autre qui s'appelle Freedom. Alors, Antisocial, ça coupe Twitter, je suis encore sur Twitter, et ça coupe Facebook, etc. Donc en fait, vous mettez le nombre de minutes dans lesquelles vous allez couper, et c'est terminé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous rallumez l'ordinateur, etc., c'est fini, vous êtes bloqué. Et Freedom, c'est complètement déconnecté. Et en fait, j'utilise ce logiciel en permanence. En fait, je me fais des tranches comme ça de 30 minutes, 1 heure, et ce sont les tranches les plus productives de ma journée. C'est là où, en fait, je crée des choses. Se déconnecter, j'ai toujours un iPhone, un Android, un truc, j'attends mon Amazon Fire Phone qui arrive. En fait, sur mon bureau, j'ai tous les appareils, mais mon téléphone aujourd'hui, c'est ça. D'accord?
C'est les vieux Nokia à 200 shekels. On peut consulter le web dessus, en WAP. Attention, ça marche très bien. On a du SMS, on m'a envoyé des messages. Et voilà. Et en fait, j'ai décidé de ne plus être quelqu'un qui reçoit de l'information. Il y a uniquement moi qui vais aller la chercher. J'étais sur Facebook depuis le premier jour de Facebook. Donc, LinkedIn, premier jour, LinkedIn s'est monté. J'étais sur LinkedIn. Ça ultra utile, LinkedIn. D'accord ? Là, ils essayent un peu de se rapprocher de Facebook. Donc, il y a certaines parties qui sont moins intéressantes. Mais en tout cas, pour gérer son réseau d'affaires, réseau professionnel, c'est fabuleux. Facebook, premier jour, enfin, au départ, Facebook était destiné aux grandes écoles. Pour s'inscrire à Facebook, il fallait mettre avoir une adresse mail d'une grande école américaine. Et le jour où c'était disponible au grand public, paf, je me suis inscrit. Bon, alors moi, j'adore m'inscrire aux nouveaux trucs. Du matin au soir, je m'inscris à de nouveaux trucs. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je continue à m'inscrire à de nouveaux trucs. Et donc, je me connecte à Facebook, je commence à utiliser Facebook, j'étais un peu tout seul au début, etc. Un des premiers Français dessus, après 10, 20, 30, et j'arrive à 4700 amis. Je fais quoi, j'ai 4700 amis? Quand j'étais à l'école, je crois que j'en avais 2 ou 3, etc. Le soir, je veux sortir, il n'y a pas grand monde qui m'appelle, etc. Donc, vraiment, je tends à ça, etc. Et en fait, effectivement, donc on se crée effectivement un groupe d'amis. Et à un moment, il m'est arrivé une chose. J'avais un très bon ami, qui est redevenu mon ami il y a 2 jours. C'est un truc assez... une bonne coïncidence. Un très très bon ami en Israël. Et lui aussi fait aussi partie du monde de la high-tech. Et un jour, il m'envoie un mail, il me dit « Jérémy, je crois que je n'ai plus d'intérêt à être ton ami, donc on arrête là. » Je dis « Attends, mais il est en train de divorcer, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et son mail, je l'ai gardé, et il s'est excusé il y a 2 jours. Ça a duré 4 ans quand même, hein. Ça fait, maintenant plus que ça fait 5 ans ou 6 ans. Et à un moment, je me suis dit, mais comment il a pu arriver, j'étais un de ses meilleurs amis, comment il a pu arriver à avoir ce réflexe? C'est qu'en fait, on est arrivé à se dire que l'ami, qui est une des choses les plus chères qu'on peut avoir, avec sa femme et ses enfants, les gens sur qui on peut compter, les gens qui, quand il t'arrive quelque chose, souffrent avec toi ou sont là pour t'aider. En fait, l'ami était devenu, sur Facebook, grâce à Facebook, était devenu quelque chose qui n'avait plus de valeur. C'était juste un « je te rajoute ». Je te rajoute pas, je te like de temps en temps pour montrer que je t'ai pas oublié, je t'envoie bon anniversaire. Aujourd'hui, souhaiter bon anniversaire à quelqu'un, franchement, ça n'a plus de valeur. À l'époque, quand on souhaitait bon anniversaire, je sais pas, le mec, il a noté dans son agenda. Aujourd'hui, quand quelqu'un me souhaite bon anniversaire, je sais qu'il a vu une notification, soit sur Skype, soit sur LinkedIn, soit un truc, etc. On a perdu la valeur. Et en fait, ce qui s'était passé à cette époque-là, c'est que le concept d'amis était devenu tellement simple, on pouvait avoir plein d'amis quand on voulait, etc., qu'à un moment, voilà, cet ami-là a décidé de laisser tomber moi, et en fait, il y avait 3 amis qui faisaient partie de la bande, qui là, en fait, c'est comme s'il avait enlevé de son réseau d'amis. Mais on était les vrais amis, nous, on se connaissait depuis 10 ans. Et donc ça, c'est une des premières choses que j'ai vues, c'est ne plus savoir dans la masse qui sont ses vrais amis. Je t'interromps 2 secondes, parce que moi, j'ai un problème encore beaucoup plus grave que toi. Beaucoup plus angoissant que toi. Parce que moi, en vérité, sur mon compte Facebook qui est géré par d'autres personnes, j'ai 5000 amis. Alors le problème, c'est quoi? C'est que comme j'ai 5000 amis, je ne peux pas avoir plus. Donc là, maintenant, il faut que je fasse un groupe de gens qui m'aiment. Donc j'ai aujourd'hui, alors je t'explique mon problème. J'ai à peu près 4200 personnes qui m'aiment. Mais, dans les 4200 personnes qui m'aiment, il n'y a que 1000 de mes amis. Donc j'ai un problème majeur. C'est-à-dire que j'ai 3000, presque 4000 amis qui ne m'aiment pas. Et j'ai 1000 amis 1000 personnes qui m'aiment qui ne sont pas mes amis. Vous voyez un peu le truc? C'est clair. On arrive en fait à une notion comme ça, où en fait les définitions changent. Et en fait, moi je suis quelqu'un de définition. C'est un peu une maladie comme ça, j'aime bien définir les choses. Et c'est mon côté un peu maintenant talmudiste comme ça, c'est comme ça qu'on étudie aussi. Et ami ne voulait plus rien dire. Ensuite, il y avait le sujet, dans Facebook, il y avait le sujet de, effectivement, masse d'informations qu'on reçoit. Le fait de vouloir participer, de vouloir répondre en permanence, d'attendre qu'une personne like ce qu'on a dit. C'est une grande satisfaction. Vous connaissez ça, hein? Je sais pas, moi en tout cas, moi quand les gens aimaient ce que je disais, je sais pas, j'avais l'impression de vivre. C'est comme ça, les gens sont intéressés à ce que je dis, même s'il y avait 12 personnes. Et même s'ils des fois ils sont trompés, ils ont cliqué sur le mauvais truc, etc. Mais t'es content.
Bon, encore, ça m'arrive encore sur Twitter. Twitter, voilà, je me fais retweeter. Aujourd'hui, je me suis fait retweeter, je sais pas, 80 fois pour un truc qui disait la France se vide. Ah, ils ont adoré les Français. Donc, et allez voir sur mon compte Twitter, vous pouvez aller voir. Et en fait, il y avait un système comme ça, où en fait, je rentre dans un système où je mets de l'information, j'en reçois beaucoup, et toujours en essayant de se montrer le meilleur, de se montrer le plus rigolo, le plus intelligent, celui qui a donné les meilleures infos, etc. Et à un moment, je me suis retrouvé avec mon fils qui tape à la porte de mon bureau. Donc mon bureau est collé à chez moi. Et j'étais sur Facebook. Et mon fils tape à la porte. Et je dis à mon fils, non, repasse tout à l'heure, je suis occupé. Et il part. Et là, j'ai pleuré. C'est rare de dire ça, je n'avais jamais raconté. J'ai pleuré. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de lui dire? Mon fils est là, il venait de rentrer de l'école. Il était 2-3 heures d'après-midi, il rentre tôt ici. Il rentrait de l'école. Et j'étais en train de mettre des trucs sur Facebook qui n'avaient aucun intérêt. Et j'ai dit à mon fils, va voir ailleurs. Et là, j'ai appelé Rav Ben Chetrit, avec qui je m'entends bien en tant que Rav Lemay, etc. Et j'ai dit, Rav Ben Chetrit, voilà, Facebook a un énorme avantage, c'est qu'effectivement les gens voient effectivement ma vie, postent mes photos, etc. Voilà, il y a plein de gens qui se rapprochent aussi de la Torah grâce à Facebook, en me voyant effectivement vivre ma vie d'orthodoxe dans le monde de la high-tech. Mais à un moment, je pense qu'il y a une limite à ça, c'est que je suis en train de toucher ma vie. Et on a eu une discussion qui a duré 45 minutes, très très long. Effectivement, c'était de savoir le pour et le contre. Est-ce que je reste sur Facebook, les 4700 personnes, ou est-ce que je quitte Facebook? Et vous pouvez voir sur mon blog, que je ne mets pas beaucoup à jour, parce que ça aussi j'ai abandonné faute de temps, une lettre que j'ai écrite, ma lettre d'adieu à Facebook. Et énormément de gens se sont déconnectés à Facebook dans les semaines d'après, qui a suivi cette lettre-là, juifs ou non juifs. Ça n'avait rien à voir avec la religion à ce moment-là. C'était un moment, j'ai dit, effectivement, on se retrouve dans un système qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'objectif clair. Je ne parle pas après des problèmes, surtout maintenant, je n'ai pas la télévision, je vis à Bnei Brak dans un monde très pudique, etc. Le fait de voir le mari qui partage sa femme à moitié nue, etc. Bon, ça c'est d'autres problèmes. Et c'est pas pour ça que j'ai quitté Facebook. Mais voilà, à un moment, je me suis dit, l'objectif de Facebook, potentiellement là, je vois qu'il n'a pas un bienfait pour ma vie. Ensuite, il y a le smartphone. Smartphone, j'ai fait un truc un jour, j'ai oublié mon smartphone dans mon bureau. J'avais toujours mon smartphone dans ma poche. Et j'ai oublié mon smartphone dans mon bureau. Et moi, je raconte 2-3 soirs par semaine, je raconte une histoire à mes enfants. Je raconte des histoires complètement dingues, que j'invente phrase par phrase après phrase. Et mes enfants me disent c'était super ton histoire, papa, ce soir, t'as pas regardé ton téléphone. Et moi, je fais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je regarde pas mon téléphone quand je vous raconte une histoire. Il me dit tous les jours, tu regardes ton téléphone. Bon. Alors voilà, ça c'est encore une alerte. Donc là, pareil, j'ai dit, ok, c'est vrai, je regarde mon téléphone. Et je me suis rendu compte, en fait, ma femme aussi, je lui dis, je regarde mon téléphone. Elle me fait, ouais, tu regardes un peu trop ton téléphone, c'est clair. Ma femme n'est pas le genre à me faire de reproches, mais elle me dit, ouais, effectivement. Et depuis ce jour-là, effectivement, c'était quelques semaines après Facebook, je dis, voilà, je laisse mon smartphone de côté. Parce qu'effectivement, je reçois des messages en permanence. 2, j'ai le réflexe de vouloir en permanence lire des trucs, etc. Ça n'a aucun intérêt. Justement, c'est un problème, ça fait manquer de focus. Et donc, à ce moment-là, je prends le choix, ce qui est en fait toujours ce qu'on doit faire, c'est effectivement se poser la question si ça a un intérêt ou pas. Et je prends le choix de laisser maintenant mon iPhone dans mon bureau. J'ai un Galaxy Note, un iPhone, un Microsoft Surface, des Kindle, etc. Le Kindle, je continue à utiliser, parce que c'est pas connecté, etc., etc. Et tout est posé. Et effectivement, mes enfants, je leur ai dit, voilà, j'ai plus de smartphone. Et ils étaient heureux. Super, c'est génial, etc. Et ils ont été dire à leur prof de Talmud Torah, à l'époque, à Bnei Brak, il ne faut pas avoir de smartphone. Papa n'a plus de smartphone. Bon, alors heureusement que je suis très proche du directeur, etc. Et le directeur m'appelle et me dit, parce que t'en avais un? alors il me fait, t'inquiète pas, moi aussi j'en ai un.
Il a un petit Blackberry dans la poche qui est très caché. Il dit t'inquiète pas, parce que moi j'avais peur et tout. Tu sais, j'arrivais à Bnei-Brak, c'était voilà, 2 ans que j'arrivais à Bnei-Brak. Et on a toujours peur des trucs. Et en fait, non, en fait, les gens autour de nous sont humains, ont les mêmes besoins, ont les mêmes trucs, etc. Et effectivement, le directeur de l'école, qui est aussi un adjoint au maire de la ville, avait besoin de consulter ces messages, etc. Et donc voilà, et en fait, pareil, donc la technologie, moi maintenant, je reçois des dossiers de start-up. Il y a des dossiers qui sont là pour résoudre des problèmes. D'accord? Ça, ce sont mes préférés. Les gens me décrivent un problème que les gens ont. Donc c'est soit les gens grand public, soit c'est un certain métier. Ça peut être les plombiers qui ont un problème pour trouver la pièce X92 pour je sais pas quoi. Et vont répondre à un besoin et vont aller voilà, créer une entreprise autour de ça. Réponse à un besoin. Ça, c'est une catégorie startup. Et il est arrivé Foursquare, Instagram, tous ces trucs, d'accord, qui ont un intérêt, d'accord, qui ont un intérêt de se montrer, de voir les photos des gens, de rester connectés, etc., etc. Et il est arrivé, en fait, énormément d'outils qui ne sont pas là, en fait, pour améliorer la vie des gens, mais qui sont là pour faire passer du temps aux gens, pour bouffer du temps. Et en fait, c'est très simple. La raison de ça, c'est qu'effectivement, les gens ont énormément de temps. On a énormément de temps libre. La preuve, on peut passer 2 heures devant un match de foot. J'ai très peur de parler du foot, à chaque fois je peux me faire insulter. Pardon ? J'avais lancé la pétition anti-Coupe du Monde en 2008, je crois. Je l'ai passé sur BFM pour embêter les gens. Et ça a fait un gros carton. Elle est encore sur mon blog. Il y avait genre 700 signataires. Non, ouais, 700 signataires. Mais on a du temps finalement. En plus, aujourd'hui, en France, il y a les 35 heures. Ici, on a le temps d'aller à la plage, on a des jours, etc. Et en fait, la société crée des choses pour remplir ce temps. Et en fait, dans le monde, quand on est religieux, quand on étudie la Torah, on n'a jamais de temps. Parce qu'en fait, moi, ma bibliothèque fait tout ça, quoi. Et, je sais pas, il doit y avoir 1200 livres, quelque chose comme ça. J'en ai pour 10 vies pour lire, d'accord? Donc à un moment, j'ai un grand stress comme ça. D'ailleurs, il faut toujours se calmer parce qu'il faut aller calmement. Le temps a énormément de valeur. Énormément de valeur parce que ça peut être productif pour des choses. Énormément de valeur parce que tu peux passer du temps avec tes enfants ou avec ta mère ou ta grand-mère qui attend ton coup de fil et qui veut te raconter des tonnes de trucs pas intéressants. C'est filmé. Je fais gaffe, elle regarde tout ce que je fais en plus. Non, mais ma grand-mère, elle est super intéressante, vraiment. Non, mais vraiment. L'autre est décédée là-bas. Et des trucs pas intéressants. Voilà. Et en fait, il y a un concept qui est effectivement, je vais prendre du temps pour aller faire plaisir à quelqu'un, c'est même du temps de l'oreille. Ou alors je vais prendre du temps. Ma femme, maman avait du temps. Les enfants étaient tous scolarisés le matin. Ma femme me dit, je sais pas, j'ai rien à faire le matin. Alors ce qu'elle a fait, elle a monté une association d'aide aux nouveaux parents. En fait, quand on s'est marié, à l'époque, c'était c'était 1 an et demi avant que je vende mon entreprise. Donc en fait, j'étais juste un salarié. J'étais pas riche. En papier, j'étais très riche, mais en compte en banque, j'étais pas très riche. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir acheté une maison, après avoir commencé à payer les factures, etc., je me suis rendu compte que voilà, il faut acheter plein de lait, poussettes, les lits, etc. Et je me suis rendu compte que ça coûtait très très cher. Et en fait, mes parents m'ont aidé à ce moment-là. D'accord? Alors que j'avais encore une grande entreprise, etc. Mes parents m'ont aidé. Parce que je n'arrivais pas à m'en sortir, finalement. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je me suis dit, mais comment font les gens qui n'ont pas les parents pour les aider? Ils ont un enfant, les couches coûtent une fortune, le lait en poudre coûte une fortune, etc. Les poussettes, etc. Comment est-ce qu'ils font? Et en fait, ils ne font pas. C'est dur pour eux. C'est très, très, très dur pour eux. Et donc, en fait, on a créé une association à Bnei-Brak qui achète en gros des centaines de poussettes, de lits, de plein de choses dont ont besoin les parents.
Et en fait, soit on les vend moins cher qu'on les a achetés, en fonction des ressources qu'on a, soit en fait on les vend au prix de gros, qui fait diviser par 3 ou 4 le prix des gens. C'est une énorme, aujourd'hui, c'est une énorme association de Bnei-Brak, ça aide énormément de familles, etc. Et on n'aide pas que les gens de Bnei-Brak, d'ailleurs, on aide des gens de partout. Et en fait, c'était un moment, on a du temps, on va dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour ce temps? On va aller aider des gens. Et en fait, justement, quand on se rend compte du prix du temps, bah, à ce moment-là, bah, en fait, on en profite beaucoup plus, on fait beaucoup plus de choses. Donc quand tout à l'heure tu m'as dit, mais comment je fais autant de choses? C'est qu'en fait, je n'ai aucun temps libre dans ma journée, et tous mes temps libres sont remplis pour faire ces choses. Donc, et justement, la technologie, justement, énormément d'applications, énormément de choses qui sortent aujourd'hui, ne sont pas là pour aller t'améliorer ta vie, mais sont là pour faire passer ce temps-là que tu pourrais passer à faire autre chose. D'accord? Alors là, je pense que vous avez beaucoup trop de choses à dire sur le sujet, donc je vais vous laisser rebondir librement. Bon, alors, que dire sur ça? D'abord, je suis un peu embêté quand tu me parles de l'histoire là, de papa, tu regardes ton machin. J'ai certains de mes enfants dans la salle. Mais bon, ce qui est bien, c'est que moi, tu vois, j'ai un peu d'avance sur toi. Donc, à l'époque, quand je leur racontais aussi des histoires complètement folles, les enfants disent, papa, raconte-nous ce soir une histoire de ta tête, pas du livre. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore ce truc-là, donc j'avais de la chance parce que, à mon avis, ils m'auraient matché. C'est comme ça que j'ai arrêté de fumer d'ailleurs. Je fumais un peu, pas vraiment, mais ça pouvait m'arriver. Et un jour, un de mes garçons m'a dit, papa, tu dis qu'il faut résister. T'es mal. Bon, et donc je lui ai donné mon paquet qu'il a jeté. C'est pas les Repensos, j'en fume pas encore une autre, mais bon, je suis sorti complètement de cet univers. J'ai envie de rebondir sur cette notion du temps. Le temps, c'est vrai que c'est la donnée la plus précieuse qui soit. Je vais vous raconter une histoire toute bête. C'est Maggie Miduvno qui la rapporte. C'est l'histoire de cet homme qui a sauvé la vie au prince et le roi lui dit, écoute, j'ai une récompense, je ne sais pas comment te remercier, voilà 3 heures dans mes trésors. 3 heures dans mes trésors. Et tu prends ce que tu veux. C'est sous le coup d'émotion, parfois on dit des choses. Puis après, il entend ça, et puis après les conseillers du roi qui sont là, et les conseillers ne sont pas toujours complètement bêtes, généralement. Ça peut l'être, mais là en l'occurrence, ils disent au roi, mais attendez, mais roi, vous êtes fous. 3 heures dans les trésors. Le problème, c'est que la parole du roi, c'est la parole du roi. C'est-à-dire, vous êtes engagé, vous n'allez pas revenir en arrière. Je n'ai pas pensé à celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, les conseillers disent, laissez-nous faire. Les gars, on dit, voilà, top chrono, 3 heures. Le gars, il est là, il se dit, génial. Il rentre, à peine il rentre, sur écran géant, finale de la Coupe du Monde. Ah! Le gars, il est fanat de foot. Bon, il dit, je vais juste voir quelques actions. Et bon... que d'émotions, une demi-heure passe. Bon, au bout d'une demi-heure, il dit, il faut que j'aille. Il ouvre une porte et puis à ce moment-là, escalope à la milanaise. Il va, et puis après il y a un concert de rock, et puis après ceci, après cela, il dit, bon jeu. Et puis au bout de 2h55 minutes, il se rend compte qu'il n'a plus que 5 minutes, alors il essaye de récupérer ce qu'il peut récupérer. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le Magid Miduvno, eh bien, nous avait dit déjà il y a longtemps, et a fortiori, comment il aurait dit aujourd'hui à l'époque des nouvelles technologies, qu'au fond, l'univers est là la plupart du temps pour nous voler notre temps. Tu parlais tout à l'heure de gagner sa vie, et c'est vrai qu'il faut peut-être ne pas perdre sa vie à force de vouloir la gagner dans le rapport au travail. Et aussi, quelque part, cet univers, au fond, de loisirs, qui n'est là que pour pouvoir, au fond, combler un vide et une forme d'angoisse. Je crois que moi, j'ai un peu plus loin de ce que tu disais tout à l'heure. Vous savez, je crois qu'on a une forme d'angoisse par rapport à la notion de finitude. Et donc, soit on se confronte, et on est dans l'acceptation de la dimension finie de l'existence, et donc à partir de cela, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, non plus dans notre vie, mais de notre vie. Et ça change radicalement le regard sur les choses, ou alors on est là et puis on est dans des formes de simuli permanents, et puis c'est bon, ça va, on a le temps, on a le temps. C'est très violent la phrase que je veux dire, et je m'en excuse parce qu'elle peut être très lourde pour certaines et certains, mais
tu as envie d'avoir 70 ans, la bar mitzvah de ton premier fils. C'est-à-dire qu'à un moment, la vie fait qu'on voudrait certaines choses qui ne se passent pas, c'est vrai. Mais parfois, c'est bon, j'ai le temps. Et cette relation au temps, au fond, elle est cruciale. On appelle bien les fêtes juives Moed, c'est des rendez-vous, des moments particuliers. On sanctifie le temps dans la tradition juive. Et ce qui est important, au fond, c'est peut-être de savoir aussi donner du sens aux moments qui ne sont pas aussi toujours productifs. Et c'est là où, en effet, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, de ne pas tomber dans cette angoisse de penser que lorsqu'on ne produit rien, alors il ne s'est rien passé. Il y avait comme ça une fois une maman qui est rentrée chez elle à la maison, les enfants étaient là, maman, 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 maman. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la cuisine, elle ferme la porte, et là il y a une caméra, nouvelle technologie, qui est là, et qui voit ce qui se passe, et elle détente, elle se fait un thé à la menthe, prend pousse-coutou, scanaz, et puis elle prend un journal, et pendant 20 minutes, une demi-heure, elle est là détente, alors qu'il y a 5 enfants. Au bout d'une demi-heure, elle a pris son thé, elle a mangé ses gâteaux, elle a lu son... Elle se lève et dit « Qu'est-ce que ça fait ?» Je vous ai fabriqué une maman. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans lesquels on ne produit rien, mais on se donne les moyens de faire en telle sorte. Dans la Chassidoute Braslav, il y a quelque chose qui est assez surprenant, on donne une grande importance au sommeil. Parce que le sommeil, c'est ce qui va donner les énergies qui nous permettront de réaliser. Parce que le sommeil, ce n'est pas juste une fuite, c'est tout simplement quelque chose qui fait partie aussi. Et les loisirs peuvent l'être aussi. Mais toujours se poser la question, pourquoi je le fais? Et on discutait tout à l'heure, avant la conférence, un peu plus tôt même, et Jamie me disait, mais au fond, ce qui est important, c'est où est mon objectif? Et je vais vous livrer un enseignement, et après on repassera. Tous les matins, vous savez qu'on se lave les mains alternativement 3 fois au réveil. C'est comme ça en tout cas que nos textes nous disent, pour différentes raisons. Pour faire évacuer quelque chose qui est du domaine de la mort, parce que nous avons dormi, et le sommeil c'est quelque part quelque chose qui touche à la mort, et puis aussi pour des raisons purement d'hygiène. Mais c'est aussi ce que faisait le grand prêtre avant de rentrer dans le sanctuaire de Jérusalem. Il se lavait les mains dans le kior avant de rentrer, de faire son travail. Alors, il se lavait les mains dans quoi? Il se lavait les mains dans un ustensile qui s'appelle le kior. Le kior, c'était quoi? C'était un bassin de cuivre dans lequel il faisait ce lavage des mains. Et le kior était fait en cuivre. Pourquoi pas en or? Vous savez que quand on a donné de l'or pour la construction du sanctuaire, il y en avait plein. On a entendu une phrase qu'on a sans doute entendue qu'une fois dans l'histoire. Moïse dit au peuple qui lui apporte, il dit « c'est bon, ça y est, il y en a assez ». Moi, j'ai jamais vu encore un rabbin qui disait comme ça. « C'est bon, ça va, il y en a assez, n'en donnez plus ». D'accord? Moïse, il dit « c'est bon ». Alors, ça veut dire qu'on pouvait tout faire en or massif. Il y a un ustensile qui est fait en cuivre. C'est lequel? C'est le kior. Quel cuivre? D'où il vient ce cuivre? C'est les femmes. Les femmes juives viennent et offrent leur miroir, qui était fait de cuivre, donc poli, comme c'était à l'époque. Et ce miroir, eh bien, elles l'offrent pour le kior. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une histoire qui me revient à l'instant. Donc, on fait une parenthèse. Une histoire incroyable avec un miroir. Vous allez voir tout de suite, hein, rappelez-vous le kior. Hein. C'est le mot de passe. Hein. Il y a une histoire incroyable. Il y avait comme ça un jour un homme qui n'était pas riche, mais qui recevait les invités sans arrêt chez lui à la maison. Alors je la fais en accéléré. Un jour, il y a un rabbi qui vient, il voit comment il reçoit les gens, il donne son lit, il donne sa nourriture, tout. C'est incroyable, toute la famille en plus. Le rabbi est tellement bouleversé, impressionné, lui donne une bracha de réussite dans les affaires. Et la bracha marche. Et il dit, on va lui donner la réussite, et donc il va pouvoir démultiplier. L'homme devient très riche, et puis il est tellement accaparé par ses affaires que, il y a beaucoup moins d'invités. Et un jour, le rabbi envoie un de ses élèves pour aller voir cet homme dont il a entendu qu'il est devenu très riche, pour lui demander une petite contribution pour je ne sais trop quoi. Et l'homme arrive devant une demeure imposante, majordome laqué. Et puis il toque, qui êtes-vous? Qui voulez-vous voir? Et puis alors il dit, voilà, il y a mon rabbi qui veut. Qui est votre rabbi? Il donne le nom, et puis il dit, je vais voir si mon maître peut le recevoir. Et puis à ce moment-là, le maître de maison, donc l'ancien pauvre, est là en tant que c'est ce rabbi. Alors il court, bien sûr, rabbi, je vous en prie. Il ouvre la porte. Et puis alors, le rabbi dit, Baruch Hashem, je vois que ça a bien marché, ma bénédiction, très très heureux. Et puis alors l'autre lui montre la maison,
superbe, le petit salon, le grand salon, le boudoir, la première cuisine, la seconde cuisine, la cuisine Parvé, la cuisine Bassari, Khalavi, la cuisine Taref, enfin toutes les cuisines, quoi. Et puis donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il lui montre aussi les chambres d'invités, le rabbi rentre, et puis il dit, il y a un peu de poussière hein, sur les lits, hein, des chambres. Ah, il dit, oui, vous comprenez, ouais, c'est un peu difficile, vous n'avez pas le temps, les affaires, les invités, hein, je comprends. Puis après, le rabbi lui dit, dis-moi, tout à l'heure tu m'as montré une pièce d'art incroyable. Il dit quoi? Il dit, vous avez un miroir florentin. Il dit, oui, oui, bien sûr, je l'ai ramené, et tout, vous voulez le voir à nouveau? Le rabbi dit, oui, je veux le voir. Puis quand il voit le miroir, il dit, quelle pièce merveilleuse, mais explique-moi là, c'est... Attends, 2 secondes, mais viens avec moi d'abord. Regarde là, qu'est-ce que tu vois dans la rue? Alors il s'approche de la fenêtre, de la vitre, et puis il dit, oh, je vois Jacob, le puiseur d'eau, Rachel, la boulangère. Il dit, qui voit dehors? Et puis à un moment, il dit, mais dis-moi, en quoi il fait le miroir? Il dit, le miroir, c'est du verre, hein, mais derrière, on a mis une fine pellicule d'argent. Ah, c'est intéressant. Et bien, dis-moi, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Alors, l'homme est devant le miroir, il dit, moi. Le rabbi lui dit, c'est curieux, quand on met derrière le verre une fine pellicule d'argent, on ne voit plus les autres, mais on ne voit plus que soi-même. L'histoire d'un miroir, qui est au fond quelque chose, je pense, et pour ça que je rebondis, parce que quand tu disais, voilà, quand on a du temps, alors soit on dit, on continue à se voir soi-même, soit on dit, non, on fait attention de toujours continuer à voir les autres. Donc je reprends le kior c'est fait de ces miroirs. Et alors quand les femmes amènent ce miroir pour le temple, Moïse dit, quoi? Va trop Satanas! Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça. Et puis, ça fait plus mieux dans le scénario. Et donc, il dit, mais des miroirs, oh miroir, dis-moi qui est la plus belle, ça dans le sanctuaire. Et Dieu dit, si, ces miroirs, tu les prends, ils me sont les plus chers de tous. Comment? Et Dieu lui dit, tu te rappelles, lorsque le peuple juif était en Égypte, dans l'angoisse, les hommes ont dit, allez, ça ne sert plus à rien d'avoir des enfants, ils vont mourir. Et donc ils se sont séparés de leur épouse. Et les femmes juives se sont dit, il faut qu'il y ait un devenir, il faut qu'il y ait un futur. Continuons. Le problème, c'est que les hommes, ils faisaient chambre à part. Et le texte nous dit que les femmes, au lieu de faire des grandes leçons à leur mari qui ne pouvaient pas les entendre, ont décidé donc de se faire belles. Elles ne se sont pas préoccupées de l'image qu'on aurait d'elles dans l'histoire, grandeur incroyable. Elles se sont dit, voilà, nous, il y a une finalité. Et elles ont fait en telle sorte que leurs époux les regardent à nouveau, et à nouveau, il y a eu des enfants. Et c'est la raison pour laquelle ces miroirs sont là. Et donc, je reviens un petit peu à notre sujet. En vérité, ces miroirs, tout dépend le sens qu'on leur donne. Si c'est porteur de sens, alors c'est ce qui vous fait passer de l'univers du profane à l'univers du sacré. C'est-à-dire que la même chose, c'est le profane ou le sacré, tout dépend du sens qu'on lui donne. C'est-à-dire que même ces moments de travail, de loisir, mais la question elle est de savoir quel est le sens. Pourquoi je vais faire cela? Parce que tout le monde le fait? Ou alors parce que j'en ai véritablement besoin? Et si vous réfléchissez à la notion de besoin, vous allez réaliser qu'il y a énormément de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Mais c'est juste là, comme on disait tout à l'heure, pour passer le temps. Il y a énormément de choses dont en vérité on se rend compte qu'au fond c'est peut-être pas si fondamentalement nécessaire pour nous, et d'autres sur lesquelles oui. Et ça peut être aussi se promener, ça peut être se poser, ça peut être aller faire un foot parce qu'on a besoin de se lâcher au niveau de ses énergies. Dans la mesure où c'est porteur de sens, dans la mesure où on sait pourquoi on le fait, alors en effet, on est dans l'univers du sacré, et c'est là où en effet je pense que la relation au temps ne doit pas être une relation stressante dans laquelle il faut que j'ai fait quelque chose, mais savoir que ce temps, il faut lui donner de l'épaisseur, il faut qu'il ait de la consistance, il faut qu'il soit porteur de quelque chose, que ce soit d'un moment d'étude, que ce soit d'un moment de sourire, d'affection, de tendresse, de réalisation, de business pur, de jeu, de toutes ces choses-là qui au fond participent de notre construction, et après, au fur et à mesure, on a des gestions de priorité, et on arrive au fur et à mesure, je pense, à définir ce dont on a réellement besoin, ce qui est là que juste pour compenser des choses, et à ce moment-là, on passe dans la classe supérieure. Merci beaucoup, on va passer aux questions. Alors, je ne saurais pas choisir entre les différentes personnes, donc je vais juste passer le micro. Passer le micro, c'est compliqué. Première question, posez-la à voix haute, comme ça on va voir si on vous entend. Oui. Voilà, on s'entend. Voilà.
Alors moi j'ai plusieurs questions en fait. J'aimerais bien qu'on extrapole votre pratique avec la technologie, notamment avec votre domaine, secteur d'activité. J'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin, étant donné qu'on est au bureau Google, pour parler du transhumanisme et de l'université de la singularité. Et j'aurais aimé en fait savoir comment vous avec votre client de vous pouvez relier le mouvement transhumain avec le judaïsme et la Torah. Je sais pas ce qu'est le transhumain, je suis Vous pouvez pas me dire ça alors? Non, je sais pas. Tu sais ce qu'est transhumain? On l'explique. Je sais pas ce qu'est transhumain. Elle va donner l'explication. Attendez, attendez, je comprends pas. Mettez Google, mettons-nous sur Happy Google, mettons le mot et on va trouver tout de suite. Puisqu'on peut échanger. Ah, ça fait plaisir, enfin. Alors la question, le transhumanisme est un mouvement qui a été créé par M. Kurzweil, qui est le directeur de l'ingénierie chez Google. Il a créé, Google a décidé d'ouvrir une université qui s'appelle l'Université de la Singularité, qui aujourd'hui prône l'idée que nous devons dépasser notre stade d'homo sapiens sapiens pour devenir un transhumain, c'est-à-dire un homme connecté directement à la machine. Donc justement, l'outil greffé à l'homme, aujourd'hui le téléphone est déjà greffé à nous. Demain, le téléphone sera dans notre tête, dans notre dent, dans notre feuille, peu importe, on aura une puce en nous. Comment peut-on décider de ne pas appartenir à ce mouvement, sachant qu'on sera victime de cela, et donné que c'est les trois entreprises aujourd'hui qui possèdent l'université et qui financent leur recherche? Alors, d'accord, très bien. Très clair. Super. Retire ta micro-caméra. Ah, justement, je vais parler. Google a inventé les Google Glass. Première étape, en fait, dans cette étape-là. Google Glass en particulier. Donc Google Glass, c'est des lunettes où en fait on a une caméra et on est en permanence utilisée. Et en fait Google Glass, moi je connais le patron en fait de ce projet et je connais plein de gens de chez Google, Google en Israël, Google un peu partout. Je ne vois jamais ces gens-là porter des Google Glass, d'accord? Uniquement pour montrer, regardez mes Google Glass. Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il y a une nouvelle tendance, d'accord? Donc dans la Silicon Valley, on a les plus grosses startups du monde. On a les gens qui effectivement créent tous ces univers-là, mais il y a une nouvelle tendance qui s'appelle la méditation, le zen. C'est aujourd'hui, tous les matins, vous allez chez Twitter, vous allez chez Facebook, vous voyez toute l'équipe en train de faire du yoga pour se déconnecter. Ils déconnectent tout. Et en fait, je pense que le concept de dire qu'on va être ultra connecté, qu'on va être connecté dans le sens communiquer avec d'autres gens justement en étant outillé, je pense que c'est une erreur. Et je pense, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le smartphone, et je vois aujourd'hui que la tendance, vous voyez aujourd'hui il y a énormément de logiciels, de sociétés, en Chine, ça va de Chine jusqu'aux États-Unis, partout, qui sont des outils qui sont là pour t'obliger à te déconnecter. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et donc en fait, moi je vois que l'avenir, ça va être de la déconnexion. Ça va être de la déconnexion. Et vous allez vous en rendre compte. Parce que moi j'ai eu un tout petit peu d'avance dans le sens, dans l'expérience d'Internet, le temps que j'ai passé sur Internet. Mais à un moment, les gens en fait ont très souvent un ras-le-bol et en fait souhaitent se déconnecter. Je vais prendre quelqu'un comme Xavier Niel. À une époque, Xavier Niel répondait aux mails du matin au soir tout le temps. Maintenant, il a sa tranche de réponse. Il répond à tous les mails d'un coup et après on ne le voit plus jusqu'au lendemain. Ou de temps en temps, il surveille son iPhone, etc. Mais en tout cas, quand on commence, quand on fait une overdose, à un moment, effectivement, on se rend compte qu'on revient en arrière. Donc je ne crois pas en fait à ce monde ultra connecté où on va en permanence s'envoyer de l'information entre nous. Par contre, il y a une chose qui est la révolution à venir, qui est en train d'arriver maintenant, ça va être l'ensemble de ce qu'on appelle des sensors, qui vont être effectivement dans notre corps et qui vont permettre de découvrir des maladies, enfin des remèdes à des maladies, grâce justement au concept de Big Data. Aujourd'hui, j'ai une toux là, d'accord? Tout le monde s'en fout. Personne ne sait que je m'en fous. Je vais aller chez le médecin, il va me donner un sirop. Il ne va jamais savoir si j'ai guéri grâce à ce sirop ou pas. D'accord? Ça arrive à tous les médecins. Vous allez chez le médecin, si vous avez encore un problème, il va entendre parler de vous de temps en temps. Si le truc fonctionne, effectivement, il ne le saura pas. Les senseurs aujourd'hui, dans l'avenir, ça va être effectivement, on va pouvoir faire des retours, des allers-retours permanents entre notre corps et des serveurs qui vont analyser effectivement
tout ce que l'on mange, qui vont analyser tous les médicaments que l'on prend, toutes les maladies que l'on a. Effectivement, ça va nous permettre de résoudre des maladies rares, ou alors qu'on pense rares, mais en fait, il y a 30 personnes aux États-Unis, 30 au Pakistan, 40 en Inde, etc. Au final, ça fait quelques centaines dans le monde et sur lesquelles on peut déceler justement des points communs et des choses comme ça. On va pouvoir déceler et trouver des remèdes à l'ensemble des problèmes, problèmes médicaux. C'est un peu le principe. Donc, dans le sens de l'outil connecté, pour moi, je ne le vois plus en tant qu'outil de communication, parce que pour moi, la communication, justement, on va arriver à un certain moment d'overdose, et ça va arriver très vite. Je le vois, enfin, on le voit aussi dans les cours même d'utilisation de Facebook et des choses comme ça. On voit qu'en fait, ce qu'on appelle une analyse de cohorte, c'est-à-dire qu'on voit en fait les gens qui sont là depuis plus longtemps, mais en fait, sont ceux qui utilisent de moins en moins Facebook aujourd'hui, ce sont les nouveaux qui font plus. Donc on voit qu'il y a effectivement une tendance aujourd'hui à être déconnecté. Maintenant, utiliser la technologie pour aller améliorer notre vie, parce qu'il y a en ayant des senseurs, donc il y a les gens qui ont leur bracelet Fitbit et toutes ces choses-là, qui effectivement retournent l'information, ça c'est plus sur l'univers sportif. Moi j'ai une Pebble là, je ne sais pas si vous connaissez la Pebble, normalement elle est connectée à un smartphone, moi je l'utilise pour avoir les horaires de prière. Donc en fait, il y a le lever, moi je prie au lever du soleil, c'est à 5h58, et voilà, ça me donne la date en hébreu, le 10 Av, etc. On a programmé la Pebble pour que ça donne toutes les horaires, et ça me rappelle l'heure à laquelle je dois aller prier. Donc en fait, il y a certains outils qu'on peut utiliser pour une autre application pour laquelle elle était destinée au départ. Mais donc tout ce système de senseurs, effectivement, va arriver. Mais je pense que vraiment, Google Glass, c'est le plus grand fiasco de Google des dernières années. D'accord ? Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu un employé de l'équipe qui a posté sur Secret, vous connaissez Secret, donc il poste un message anonyme en disant je pense avoir perdu 3 ans de ma vie à travailler sur le Google Glass. D'accord ? Effectivement, donc en fait, il y a des idées qui ont l'air bonnes sur le papier, mais qui au final ne répondent pas à un véritable besoin, ou en fait vont dans un sens qui est complètement truc. Donc, effectivement, Google a un énorme avantage, et c'est la force de Google, c'est de lancer plein de choses et d'arrêter beaucoup de choses. Et je pense que 90% des projets lancés par Google ont été des projets abandonnés. C'est pour ça que Google est aussi puissant aujourd'hui. Donc, il devrait arrêter Google Plus aussi, mais ça, c'est un problème. J'ai répondu ? Ouais. À l'heure de lobby pharmaceutique plus qu'important de partout dans le monde, vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un détournement par ça ? Vous voulez dire que les lobbies pharmaceutiques vont empêcher les remèdes ? Non, on pourrait faire de la publicité pour leur propre intérêt et puis faire prendre des médicaments. Non, parce qu'il faut bien séparer. Ce ne sont pas aux laboratoires pharmaceutiques de posséder cette donnée-là. D'accord ? Ce n'est pas à eux de posséder cette information. Donc effectivement, pardon ? Qui l'interdit, c'est qu'aujourd'hui on ne le donne pas. Vous aujourd'hui, vous avez des senseurs, si vous n'avez pas une application de, je sais pas, Sanofi ou de je sais pas quoi, sur votre application, vous ne donnez pas cette information. Google, le transfert d'informations aux États-Unis, c'est le truc le plus assourd qui soit, quoi. C'est transférer de l'info. Bon, il transfère à la NSA. À la NSA, ça c'est un autre problème, d'accord ? Mais en tout cas, les informations ne sont pas détenues par les laboratoires pharmaceutiques. Là, il y a tout le problème d'Ebola aujourd'hui. Vous avez entendu parler du virus Ebola. Le virus Ebola, c'est un problème qui est parti d'Afrique. Tout le monde s'en fout, parce que de toute façon, il y a 10 000 morts par jour en Afrique de faim. Donc, quelques dizaines qui meurent en plus, tout le monde n'en a rien à faire. Et en fait, Ebola, on est en train de détecter que dans le monde entier, il y a des cas d'Ebola. Alors, il y a des gens, alors certaines personnes sont mortes de ça, on ne savait pas que c'était Ebola, parce que les médecins n'étaient pas assez formés, etc. Et en fait, l'analyse des données en permanence, justement, d'une population, peut permettre d'arriver à déceler, justement, ce genre de virus-là avant tout le monde. Aujourd'hui, on en parle parce que ça a dû arriver à quelqu'un qui était dans le bon hôpital, et le médecin qui connaissait la bonne journaliste, qui a écrit le bon article, etc. Mais au final, on aurait pu attendre encore des mois et des années. De toute façon, il n'y a pas de remède aujourd'hui. Il faut prier pour que ça arrive vite.
on aurait pu attendre des années et des années avant que ces choses arrivent. Et donc voilà, donc en fait, les données appartiendront à certains organismes. Google a essayé, a lancé Google Ads, ils ont arrêté, d'accord, ça fait partie des projets qu'ils ont arrêtés. Qui va être le propriétaire de nos données médicales, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ce sont des sujets sur lesquels effectivement tout le monde a pensé. Une question. Pour vous aussi. Donc ma question, ma question elle est comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux groupes de startups en fait, enfin deux groupes d'applications de startups qui répondent à certains besoins et d'autres qui mangent notre temps en fait, qui nous remplissent le temps. Alors moi ma question c'est comme ça. Je suppose qu'il y a devant vous parfois beaucoup de cas de startups qui vont remplir le temps. C'est des bonnes idées de remplissage de temps. Alors comment vous arrivez à gérer, c'est-à-dire d'un côté le business, de l'autre côté l'éthique? Parce que vous savez que si vous allez financer ça, alors ça va peut-être bien marcher, de l'autre côté ça va remplir le temps à beaucoup de personnes qui ne vont pas vraiment profiter de leur temps. Très très bonne question. C'est une question que j'ai eue en arrivant en Israël. En arrivant en Israël, Xavier Niel me dit, enfin je discute avec Xavier et Michael Bokolan, à l'époque, et en fait ils me disent, tu sais, on a la Freebox, on a développé la Freebox, on aimerait la commercialiser à l'étranger, commercialiser notre technologie. Et moi je dis, ah bah super, je suis en Israël, je vais essayer de faire ça en Israël. Et donc je commence à travailler sur ce projet, c'est un projet qui a très bien avancé, etc., et qui a planté au milieu, mais c'est une longue histoire. Mais à un moment j'ai eu une question, donc moi j'étais orthodoxe. Je dis quoi? Mais en fait, je vais lancer la Freebox en Israël. C'est l'outil pour perdre un temps énorme, télévision, centaines de chaînes, etc. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Tout simplement. Et en fait, quand on commence à étudier, on commence à prendre le réflexe de poser des questions au Rav. Pas au Rav, il y a plusieurs Ravanim, en fonction des différents types de questions. Et donc là, j'ai posé la question, justement, je crois que j'avais posé la question à Rabbi Jetrit à l'époque, qui m'a dit, il faut que tu vois un Gadol Hador, donc un des grands Ravanim, parce que c'est une vraie question compliquée. Est-ce que tu as le droit de lancer la Freebox en Israël, sachant qu'il va en plus se passer des choses pas cachées à l'intérieur, etc. Et donc j'ai été voir un Rav qui s'appelait Rav Yehuda Shapira, qui est niftar il y a 3 ans, je pense. Et Rav Yehuda Shapira, je vais le voir dans une maison... Donc moi, le dernier film que j'ai vu dans ma vie, c'est Matrix. J'ai vu le 1. Il paraît qu'il y en a eu 2 autres. Donc le 1, j'avais beaucoup aimé Matrix. Et en fait, c'est un peu comme la maison de l'oracle dans Matrix, vous vous rappelez. Donc en fait, c'est les murs, il n'y a pas de peinture, il y a une bibliothèque qui s'effondre, il y a une table au milieu, et vous rencontrez une personne qui est en fait l'un des plus grands sages du monde. Et je lui pose la question, et je pensais qu'il allait... J'avais peur de poser la question au début, mais j'ai appris qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Et je lui dis, voilà, donc je lui explique le cas, etc. Et il me dit, toi, les gens ne t'attendent pas aujourd'hui pour aller regarder la télévision ou pour aller perdre du temps. D'accord? Donc toi, tu n'as aucun problème pour créer ces choses-là. Tu ne vas pas, en fait, faire en sorte à ce que les gens vont pas perdre plus de temps ou vont pas voir des mauvaises choses à cause de toi. Parce que de toute façon, en Israël, 95% des foyers, ou 90% des foyers ont la télévision ou ont 6 télévisions. Donc c'est pas le problème. Maintenant il m'a dit voilà, donc tu vas le lancer. Par contre il y a un problème, il y a un truc, c'est que toi, dès que tu l'as lancé, tu t'en vas. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu ne dois pas, moi je ne dois pas en tant qu'orthodoxe rester dans un univers où je dois devenir un homme du showbiz, un homme de l'audiovisuel. Parce qu'effectivement, ça va changer ma vie. Ça va être quelque chose qui va être problématique pour moi. Donc moi aujourd'hui, quand je reçois des dossiers de jeux vidéo, etc., je joue 3 minutes au jeu, je regarde si ça fonctionne bien, je regarde si c'est sympa, est-ce que j'aurais passé un peu de temps dessus, et j'investis dans ces jeux-là. Il n'y a aucun problème. Par contre, je ne reste pas involved, comme on dit, impliqué dans ces projets-là, parce qu'effectivement, c'est pas mon rôle. Donc effectivement, on peut toujours en permanence, on va passer la frontière. Et c'est pas un problème d'éthique, d'accord? Donc moi je vais pas investir dans le casino en ligne. Un jour, il y a un grand fléau, enfin il y a plusieurs fléaux ici, j'espère que je ne vais choquer personne. Il y a le fléau du Forex, le fléau du casino en ligne, etc. Bon, le casino c'était avant, maintenant c'est devenu Forex. Mais en tout cas, on se mettre dans un état d'esprit où en fait on voit le client comme quelqu'un à qui il faut prendre le maximum d'argent, d'accord? À qui il faut, voilà, on va saisir ce qu'il a,
de manière qui soit. Et ça, en fait, dans le judaïsme, c'est complètement l'opposé du monde du business dans le judaïsme. Dans le judaïsme, on doit être complètement transparent quand on fait du business. Enfin, il y a pas mal de lois très claires là-dessus. On voit le client ou le partenaire ou n'importe quoi, on le voit comme un associé, quelqu'un à qui on va amener de la valeur en échange de quelque chose. Ça joue énormément. Et en fait, un jour, je suis avec un ami, un de mes très très bons amis, et qui travaille dans une société de casino. Et il rentre le soir et il fait « Ah, je suis super content aujourd'hui. Je l'ai eu. » Il fait « Ouais, il y avait un client, il jouait 100 $ par jour. Maintenant, je l'ai réussi à le faire jouer 1000 $ par jour. » D'accord. Je fais « Franchement, c'est ça ton boulot ?» Il me fait « Ouais, mon boulot, c'est de faire en sorte à ce que les gens jouent plus. » Une semaine après, il me fait « Ah, tu te rappelles le mec dont je t'ai parlé ?» Eh bien, il a tout perdu. Il m'a appelé en pleurant pour me dire qu'il a tout perdu. Il me supplie de lui rendre son argent. Et alors, je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait alors? C'était un problème. » Et il me dit « Je lui ai raccroché au nez. » C'est pas mon job. Et en fait, il m'a dit ça d'une certaine manière, qui était pas « je n'ai pas le choix, c'est mon job », c'est « mon job, ça a été d'arriver à cette situation-là. Ça a été de le plumer. » Et donc, en fait, c'est là où on arrive à la limite de ce qui est permis dans le business. Ce qui, pour moi, en fait, pose problème dans le business. Où on arrive à un moment où on voit la personne en face comme un puits rempli de fric, et on va essayer de le pomper au maximum. Et donc, voilà, quand je regarde des dossiers, effectivement, dans le jeu en ligne et dans d'autres secteurs, effectivement, il y a ce genre de choses. Il y a certains jeux vidéo, justement, certains jeux où, effectivement, le but, c'est que la personne achète des tonnes de crédits, des tonnes de tout, etc., etc. Où on arrive un peu dans un système où, en fait, on rend les gens extrêmement dépendants de ces choses-là. Là, à partir de ce moment-là, moi, effectivement, je recule. Alors, je serai clairement moins riche en faisant ça, mais j'en ai rien à faire. Ça ne me change rien. Je mangerai toujours pareil. Il y a eu une chose aussi qui s'est passée à la fondation de la société qui s'appelle My Major Company. Vous connaissez sans doute. Fondation de My Major Company. Les fondateurs me contactent. Jérémy, on a besoin d'un pro de l'internet pour monter le truc. On aimerait te filer des parts et du bien actionnaire. Donc My Major Company, c'est quand même c'est du showbiz à 100%. Donc moi j'appelle mon Rav et je dis Rav, voilà, on me propose d'être actionnaire d'une société qui fait ça et ça. Le Rav me dit c'est une super idée ce qu'ils vont faire. Mais non, toi tu peux pas faire ça. Et évidemment, le Rav n'est pas en train de me donner un ordre. C'est moi qui lui demande des instructions. Moi je veux aller être dans le Derech HaTorah, je veux avoir une vie juive. Et là il me dit non. Effectivement, donc j'ai refusé. J'ai perdu beaucoup d'argent en faisant ça. Et je suis très fier de ça. Je suis très très fier d'avoir pris cette décision-là. Parce qu'effectivement, j'aurais eu un problème d'être l'un des dirigeants d'une maison de showbiz. Ok, voilà. Si je peux me permettre, par rapport à cette question, je peux vous raconter aussi un cas auquel j'étais confronté. Je pense que ça va permettre de mieux affiner ta réponse. J'ai un ami donc, qui dirige qui était à l'époque président d'une très très grosse société en Israël qui entre autres investissait dans des satellites. Et qui un jour m'a appelé, c'est aussi un patron, vous ne connaissez pas, c'est l'ancien président de Cardan, vous connaissez la tour, celui qui étudie tous les jours. Nous on étudie ensemble depuis plus de 10 ans. Et il me dit, voilà, on avait une possibilité d'investir, mais on s'est rendu compte que ça allait être une chaîne satellite qui allait surtout diffuser des films, le monde des animaux, enfin, je vous le fais en soft. Et donc, ils ont refusé le contrat. Ils ont dit non. Et je vais aller plus loin. À l'époque, ils avaient pris un Rav et lui avaient demandé de faire un audit éthique de la société. Alors que la société, il y a plein d'actionnaires, d'accord? C'était le président de la société, mais enfin, il y a plein de monde. Ils ont demandé qu'il y ait un audit éthique. C'est-à-dire que quelqu'un vienne, un Rav, qui connaissait bien la halakha, et qui voit un petit peu si à un moment on était dans l'éthique, dans les différentes branches, et en effet, ça à un moment, ça implique des décisions, mais bon, c'est facile d'en parler quand on est à l'extérieur, quand on le vit, je pense que c'est beaucoup plus fort. Une question. Ouais. Enfin, je vous adresse un peu à vous deux. Quand on voit tous les progrès technologiques, d'un côté, il y a tout ce qui répond à des vrais problèmes, à des questions médicales, etc., qui apporte vraiment de bonnes choses à l'humanité. Et puis il y a tout ce qui a été aussi mentionné, qui va correspondre à des choses qui font appel aux pulsions de l'homme, des choses qui vont
qui vont modifier la société et qui n'ont pas l'air d'aller dans un bon sens. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que toute cette technologie et toutes ces choses nous amènent vers une infantilisation de la société? Ou est-ce que vous mentionnez que dans certaines entreprises, on commence à voir ça, qu'il y en a au contraire qui, à un moment, ont un rejet? Est-ce qu'on va aller vers une maturation peut-être? Est-ce que vous pensez, peut-être mis en perspective par la Torah avec la vision de Talmud? Moi, je pense que très souvent, les entreprises qui créent ces outils-là ne jouent pas eux-mêmes. Les gens qui créent ces outils-là savent très bien en fait qu'ils sont en train de profiter du peuple qui va, etc. Voilà, profiter de ces choses. Alors maintenant, comme Rav l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un problème d'avoir des loisirs, d'accord? Si passer un quart d'heure de jeux vidéo de temps en temps dans le métro, ça détend, il n'y a pas de problème, d'accord? Le sujet, c'est effectivement d'avoir une vie où en fait tous les temps morts que j'ai, je les remplis de loisirs. Ou alors je vais même faire en sorte d'avoir des temps morts pour avoir plus de loisirs. Et là, effectivement, là on rentre dans un système où le loisir est l'objectif au lieu d'être le moyen. Et donc c'est là on a un truc. Donc maintenant, infantilisation, le monde est rempli d'enfants. C'est-à-dire que et on peut se faire. Moi j'étais à 16 ans. Je me suis levé un jour à 5h du matin. J'ai été sur les Champs-Élysées et j'ai fait la queue pour être le premier à acheter l'album de Michael Jackson. C'était historique. Et donc je faisais partie de ces gens-là. D'accord? Je faisais partie des gens qui disaient, mais je me faisais absorber. Quand un nouvel iPhone sortait, il fallait que je le précommande. Pourquoi le précommande? Attends, il va sortir, tu le commandes le même jour. Non, il fallait que je sente que je l'ai déjà. Et donc, voilà, on a en permanence, même moi je suis attiré en permanence par les nouveautés, par la techno, etc. Bon, j'ai un gros avantage, c'est que mon métier fait que je dois tout tester. Ça tombe bien. Mais justement, en permanence, il faut faire ce calcul. C'est votre cas, parce que vous avez la Torah peut-être, mais est-ce que ce sera le cas? Je parlais de la société je le dis, dans la Silicon Valley, les gens sont en train de faire de la méditation, ils sont en train de lire des livres de bouddhisme et de valeurs, et même à Tel Aviv, le patron d'une grosse société cotée au Nasdaq israélienne, qui il est en permanence en train de penser la religion, et voilà, cette personne-là a été visiter le Rav Steinman. Donc le Rav Steinman, c'est qu'on appelle le Gadol Hador, le grand de la génération. C'est donc un Rav aussi pareil, qui habite dans une maison où tout tombe, les bibliothèques tiennent à peine. Et il est arrivé dans cette maison. Il a écrit sur son compte Facebook ce qui s'est passé. Il arrive et il dit... non, déjà, en fait, il avait donné une conférence à des orthodoxes. Et à la sortie de la conférence, c'était 11h du soir, il y a son accompagnateur qui lui dit « Tiens, si tu veux, on va voir Rav Steinman ». Ils appellent Rav Steinman, on dit « Non, Rav Steinman dort déjà ». Un quart d'heure après, il rappelle, il dit « Non, Rav Steinman a entendu qu'on avait appelé, il a demandé pourquoi, est-ce qu'on voulait me voir ?» Et il a dit « Voilà, il y a quelqu'un qui est à Tel Aviv, qui veut créer 30 emplois pour les orthodoxes. » Il voulait rencontrer Rav Steinman. C'est quelqu'un que je connais très très bien personnellement et avec qui j'ai eu des discussions anti-religieuses extrêmement rigoureuses. Et donc Rav Steinman s'est rhabillé pour aller recevoir quelqu'un juste parce qu'il avait créé 30 emplois dans la high-tech pour les orthodoxes. Lui, il rentre dans cette maison-là, il découvre dans cette maison qui est complètement surnaturelle. Ici, c'est quelqu'un qui brasse des milliards, c'est par lui que passent les financements des yeshivot dans le monde entier, etc. C'est lui qui prend toutes les décisions de la génération, en tout cas une grosse partie, et il n'y a rien. Et il dit aux gens, vous n'avez pas honte de laisser le Rav comme ça? Bon, il y avait la famille qui était autour, enfin c'était les petits-enfants. Vous n'avez pas honte de laisser ça? Faites un coup de peinture. Et le Rav nous interdit de faire ça. Le Rav ne veut pas. Parce qu'effectivement, c'est pas bon, d'accord. Je crois que c'était fini, on devait partir. Et il arrive, donc effectivement, il dit non, il faut pas. Et en fait, il arrive, il prend la main, le Rav lui prend la main, et il lui dit rien. Et il dit, et la personne dit, vous pouvez lui faire une bracha. Et lui, la personne raconte, il dit, moi, la bracha, j'y crois pas. Donc, il ne croit pas en Dieu, c'est les bouddhistes. Et en fait, il prend la main de ce Rav, et il a en fait une relation, il dit, en fait, je suis en train de serrer la main d'un leader qui s'est levé à 101 ans, il a 101 ans,
parce qu'il a entendu qu'il allait avoir 30 emplois qu'elle allait créer. Il dit, c'est la plus belle leçon de ma vie que j'ai appris à ce moment-là. J'ai vu quelqu'un qui avait, pour l'amour de quelques juifs, avait décidé en fait de changer sa vie. Pourquoi je suis arrivé à ça? Je ne sais plus pourquoi je suis arrivé à ce sujet. Parler d'infantilisation. Pardon. Non, et donc je disais, et en fait, les gens de la high-tech, les gens aujourd'hui sont tous en train de chercher des valeurs, sont tous en train d'essayer de se raccrocher. Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement... C'est pas eux, c'est les têtes pensantes, mais la société. Je pense que les têtes pensantes vont finir tellement penser qu'elles vont vouloir commencer à créer des choses intéressantes. Je pense que c'est là où les choses peuvent évoluer. Mais c'est là où on a, nous, à titre individuel, on ne doit pas penser, mais est-ce que le monde va s'infantiliser? On doit faire en sorte déjà, nous, à ne pas se faire piéger. Alors, si je peux me permettre, je vais rebondir. Et là-dessus, je suis un peu pessimiste. Je ne sais pas si vous savez, à côté de Beth Shemesh, il y a un lieu qui s'appelle Rotorno, qui est un endroit que je vous conseille de visiter, mais pas d'y venir en tant que client, puisque c'est un endroit dans lequel on traite des addictions, pour différentes raisons, parce que bon, en France et en Israël, on a des structures qui s'occupent des personnes qui sont confrontées à un certain nombre de problématiques. Donc j'ai été voir celui qui s'appelle Rav Eckstein, qui dirige ça, qui au passage aide beaucoup les addicts via les shows, entre autres. Il y a, je sais pas, 100-150 personnes qui sont là-bas. Il y a plein d'addictions, hein. C'est incroyable. Il y a de tout. Vous avez des religieux, vous avez des pilotes de chasse, vous avez de tout. Et on se rend compte que les phénomènes d'addiction commencent à se développer de plus en plus, hein. Et malheureusement, et c'est ça le problème, c'est surtout au niveau des jeunes, et de plus en plus jeunes. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme elle chantait l'autre, résiste, prouve que tu existes. Les parents ne sont plus capables de résister, les jeunes encore moins. Et je crois que là-dessus, à un moment donné, il y a un vrai débat à voir comment faire pour leur donner les moyens d'avoir ces forces de résister et au fond, d'arriver à être autre que les autres. Les addictions montent en flèche. Il m'a raconté une histoire incroyable d'ailleurs. Il m'a dit qu'il a eu un jour comme ça dans son bureau des parents qui sont venus avec un jeune, il a 18 ans, et il dit il est addict de son ordinateur. L'autre, non, discussion. Puis à un moment, Eckstein, qui est brillantissime, un monsieur très pratiquant qui a commencé à faire ça, je crois, en Argentine, etc. Enfin, c'est incroyable le travail qu'il fait. Et il dit aux parents, mais vous êtes fous, mais votre fils n'est pas du tout addict aux ordinateurs. Et le gosse, vous avez vu? Ah non, mais je vous promets, attendez, vous êtes pas du tout, attendez. Regarde, tiens, regarde. Attendez, vous voulez que je vous le dise? Non, c'est très simple, regarde. Laisse-moi ton ordinateur pendant une semaine. Et l'autre, Et il se regarde Rav Eckstein, il dit, bon, c'est bon, vous avez gagné. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce problème, et je crois, et je veux finir là-dessus. On dit que lorsque Esav va attaquer Yaakov, on dit que quand il voit Vayar Kilo Yacholo, il voit qu'il ne peut rien faire contre lui. Arrive l'aube, arrive la fin de la galoute, de l'exil, et on est la fin de l'exil, c'est évident. Tout le monde est d'accord que aujourd'hui c'est la fin de l'exil. Alors il n'a rien pu faire, l'aube arrive, il le frappe à la hanche. Et nos maîtres disent que la hanche, il y a trois choses qui se jouent là-bas. Tout d'abord, symboliquement, dit le Zohar, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi, c'est un prime d'orette à ceux qui soutiennent la Torah. C'est-à-dire, il fait en telle sorte que soutenir la Torah soit considéré comme étant quelque chose de méprisable. Vous comprenez, ils ne produisent rien. Donc déjà, première chose, il va créer cet état d'esprit dans lequel le peuple juif va saper ce qui forme son identité profonde, c'est-à-dire la Torah. Il va soutenir une association quelconque qui fait tout et n'importe quoi, mais ce qui est le cœur même, ce qui est la génialité du peuple juif, et ça va faire en telle sorte qu'on se sente un peu mal de donner de la valeur à ce qui est au fond au centre de l'histoire et que tout le monde regarde et nous envie. Torah de 3000 ans et qui est tellement d'actuel, ça serait un autre sujet qui répond aux problématiques. C'est intéressant quand on est confronté justement à des débats sur les problèmes d'éthique dans le monde des affaires ou ailleurs, dans le monde de la médecine. Moi je vois quand je travaille avec certains patrons dans l'univers médical sur des problématiques éthiques, sur des choses très pointues, j'ouvre mon Talmud, je dis, mais attendez, le point de départ, c'est le Talmud. Et il dit, attendez, là-dedans, et je leur montre des textes, et ils disent, mais c'est pas possible. Donc, première chose. Deuxièmement, c'est aussi tout ce qui a trait à la sexualité,
C'est-à-dire, il va faire en telle sorte que dans le peuple juif, eh bien, ça va être le lâcher-prise total. C'est-à-dire le carpe diem absolu. Et c'est pas inintéressant de voir que c'est le problème entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire l'angoisse de la mort qui pousse un individu à partir dans tous les sens. Et troisième chose, c'est les enfants. C'est-à-dire que Esav va venir et va faire en telle sorte de s'attaquer aux enfants. Comment? En s'invitant, et nous on lui laisse la place prépondérante. On demande à Esav de proposer à nos enfants sa lecture du monde, à travers les jeux, à travers Internet, à travers la télé, à travers Facebook. Alors que nos enfants sont incapables de faire le tri. Vous savez, c'est incroyable de réaliser, et vous le verrez en tant que parent, Bezrat Hashem, on fait très attention à tout ce qu'un enfant mange. On fait attention à ce que ça soit quelque chose de le plus sain, le plus... Alors que si ce n'était pas totalement frais, bon, il aura mal au ventre pendant 2 jours, ça passe. Mais on lui laisse rentrer dans le cerveau toute la poubelle de l'humanité et sans filtre aucun. Et on sait très bien dans l'univers de la psy que ça laisse des traces, ce qu'on appelle des images sidérantes. Et c'est vrai que je crois, et je pense que ça serait, à mon avis, il faudra qu'un jour on prenne le temps vraiment d'en discuter, c'est-à-dire, en même temps, oui, cette technologie, elle a du sens. Si elle est là, c'est parce qu'elle aide, et elle construit et elle apporte. La question est de savoir comment aujourd'hui, peut-être à l'intérieur de cette technologie-là, on peut donner les moyens à nos enfants de ne pas tomber addicts. Et on parlait de jeux vidéo. C'est intéressant cet attrait pour les jeux vidéo, parce qu'avec un jeu vidéo, on ne négocie pas. Regardez, les parents ne sont pas prêts à mettre des limites. Et même quand ils en mettent, ces limites sont à géométrie variable. Rares sont les parents qui tiennent leurs limites. Avec un jeu vidéo, tu ne négocies pas. Tu as perdu, tu as perdu. Et quelque part inconsciemment, je pense que les jeunes cherchent aussi un univers de gens comme toi, comme d'autres ici. Parce qu'il y en a d'autres qui sont capables à un moment de poser les limites et les cadres de l'utilisation de ces nouvelles technologies et de savoir que pour pouvoir donner à quelqu'un les moyens de bien utiliser un matériau, il faut le lui donner au moment où il a les moyens de savoir les utiliser. C'est comme, demain vous donnez 50 millions d'euros à un jeune de 18 ans, vous lui explosez sa vie. Si vous les donnez à quelqu'un de bien plus âgé, qui s'est construit, il saura quoi en faire éventuellement, c'est-à-dire un peu pour son confort et surtout pour construire avec. C'est la même chose. Comment faire aujourd'hui pour réussir à faire en telle sorte que ces outils qui sont une réalité soient dans les mains de ceux qui sauront les utiliser de manière intelligente? C'est évident qu'il y a un enjeu, à mon sens, qui est extraordinaire. Je pense qu'avoir dans l'univers de nouvelles technologies des gens comme Jérémy, qui, qu'on le veuille ou pas, sont modèles pour montrer que c'est dans le domaine du possible, mais je pense aussi pour amener une réflexion en profondeur sur un enjeu. À mon sens, ça va être aussi un nouveau défi. Voilà, je t'en propose un nouveau encore. À mon avis, il y a de quoi faire. Que dire? Je pense qu'on va te laisser aussi conclure, puisque moi je pense que ce que je viens de dire, c'est une forme de conclusion. Je voulais quand même juste remercier encore et encore Joy qui est là-bas, et Dan. Quand vous parlez d'un mari, vous parlez de sa femme au même moment, qui sont sans arrêt là pour organiser de très très belles choses. Merci à toi d'avoir eu la gentillesse de venir, parce que c'est vraiment quelque chose qui est du temps. Je regarde mon truc parce que j'avais quelque chose à vous dire que mon fils m'a envoyé. Il faut savoir que on vient de faire arriver aujourd'hui en Israël plus de 200 jeunes, d'accord, français. Ils vont être bientôt 300 parce qu'ils vont être rejoints par d'autres. Et Bezrat Hashem, on organise pour eux et pour d'autres un concert qui aura lieu avec Amir Haddad le 19 août dans la salle Gérard Bahar à Jérusalem. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a 300 jeunes de France qui vont venir. On a voulu faire une soirée qui soit positive, qui soit avec du chant. Même si on a passé par des moments qui n'étaient pas simples, vous allez juste sur le site de La Relève, pour ceux qui sont intéressés, pour vous inscrire à ça. Merci encore vraiment de votre présence, de votre organisation et de ta présence, Jérémy. Voilà, on laisse quand même à Jérémy le soin de conclure. Je pense qu'il y a deux choses, il y a une chose, il y a quelques points importants qu'il faut tirer de cette soirée. La première, c'est le fait de ne pas perdre de temps avant de décider. D'accord? Donc comme j'ai expliqué, je ne parle pas de prendre une décision dans l'heure,
Et je parle qu'en fait, je pense que l'un de mes avantages, de mes forces, ça a été d'avoir démarré tôt. L'une de mes chances, en fait, je vais appeler ça. Parce qu'en fait, j'étais très jeune entrepreneur, très jeune tout, voilà, très jeune papa, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, effectivement, quand on vieillit, voilà, on commence à s'ancrer de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a une course contre la montre pour prendre les bonnes décisions. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez crucial. Il y a un point qui a changé ma vie, clairement, ça a été la place de l'étude dans ma vie. D'accord ? L'étude de la Torah, l'étude du Talmud, l'étude de plein de choses.